Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? Ça c'est la spécialité de la chaîne, tu vois, de commencer quand les gens ne sont pas prêts. Et puis en plus, ça fait les meilleurs lancements. Ah oui, ça va? Et qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que tu fais dans mon canapé? Tu vas refaire ton C'est lancement. pas du tout, c'est le meilleur lancement de l'histoire de la chaîne, t'es ouf ou quoi? Tu rigoles ou quoi? Et ici t'es chez des professionnels, ok? Je vois. Alors, ça bosse dans le milieu, ouais. Mais qui êtes-vous du coup? Écoute, je m'appelle Zoltan, je suis youtubeur. T'es youtubeur, mais genre tu sors des vidéos une fois tous les 3 ans? Une fois tous les 3 ans. Il y a des toiles d'araignée quand j'ai uploadé, putain, j'ai dû galérer. Hein. Zoltan, putain, la dernière fois qu'on a fait une vidéo ensemble, c'était il y a quelques minutes. Oui, mais non, sinon... Sur ta chaîne. Sinon, c'était trop allez voir la chaîne de Zoltan. Il faut aller voir la chaîne de Zoltan. Le lien dans la description. C'était un CCU à Paris, je pense, ensemble. Non, on était ensemble. On s'est revus que tous les deux, genre pour faire des vidéos. Ah ouais, genre après on s'est interviewé, on a mangé, on a fait... Ouais, je pense que c'était non, je crois que c'est CCU. Non, chez toi, à 7. Ouais, oui, sur le toit, on fait des pâtes et tout. Voilà. Je pense que c'est ça la dernière. C'est possible. Ouais. Donc 2019. Ouf. Ouais, mais 2019. Ça ne nous rajeunit pas. Ouais. Ça va, Franck? Oui. Nous sommes là aujourd'hui, comme d'habitude, pour vous parler des films qu'on a vus au mois précédent, donc là au mois de janvier 2024. Oui. Donc on va passer en revue un petit peu tout ce qui s'est passé. T'en as vu quelques-uns? 3. Pas de films en salle. Hein, peut-être qu'on va essayer de te donner envie d'aller en voir certains autres. Peut-être que tu peux nous donner ton avis sur des films que tu n'as pas vus. Ouais. Ça peut être très intéressant. J'adore faire ça. Franck, t'as envie de commencer par quoi? Eh ben par le premier que j'ai vu. Ah bah vas-y, fais péter. Est-ce que c'est un film que tu as vu et qu'on n'a pas vu? Peut-être, j'en sais rien. Priscilla, de Sofia Coppola. Effectivement. Donc, ça, moi, j'irai pas voir. Eh ben, c'était pas mal. Mais elle sait bien faire, les meufs qui s'emmerdent. Non, mais en fait... C'est bien d'emmerder les gens qui regardent leurs films aussi. Non, mais c'est vrai que c'est un peu son point. Genre, une meuf qui s'emmerde, elle est douée. Ouais. J'ai trouvé que l'actrice qui jouait Priscilla était très juste, très douée. Enfin, elle a un réel potentiel. Je pense que c'est une actrice à suivre. Je me demande pas le nom parce que du coup... Pas suivre dans la rue le soir. Non, pas en mode stalker, tu vois. Okay. Après, le film en soi ne raconte pas véritablement grand-chose. Si ce n'est elle qui était un petit peu enfermée dans cette... C'est avec Elvis Presley, non? J'ai une grosse... C'est la femme d'Elvis, ouais. Okay. C'est marrant parce qu'on a eu Elvis l'année dernière, là, ça fait un cassette. Oui, bon, bah là, il y a vraiment le parti pris d'adopter vraiment son point de vue, et c'est enfin, oui, mais je vais spoiler. C'est Elvis le toxique. Est-ce que c'est un regard féminin, du coup, féministe? Oui, parce qu'on est vraiment centré que sur son point de vue à elle, et on ne voit Elvis que quand il est avec elle. Oui, donc pas forcément dans les meilleurs moments. Non, pas forcément dans les... mais pas forcément dans les pires non plus, tu vois. Le film aborde un peu leur rencontre, et puis cette histoire d'amour, et puis après cette relation qui était quand même particulièrement complexe, et elle, comment elle s'est sentie un peu prisonnière dans cette espèce de prison dorée, dans cette cage dorée un petit peu. Moi j'ai trouvé l'actrice assez bluffante, puis elle est jolie comme tout en plus, donc c'est pas désagréable de regarder un film avec une actrice jolie. Après, le film en soi ne raconte pas grand-chose. Enfin, il n'y a pas de réels enjeux. Tu la regardes juste évoluer dans ce milieu-là, et qui, elle, vient d'une condition peut-être un peu plus modeste, et puis surtout qu'elle n'a pas eu aussitôt l'approbation de ses parents, parce qu'elle était quand même jeune, et voire mineure quand elle s'est mise avec Elvis, donc c'était vu un petit peu d'un mauvais œil. Mais je me suis pas ennuyé. J'ai trouvé le film intéressant. Peut-être intéressant sur un plan peut-être un peu documentaire sur ce qui s'est passé. Moi, Priscilla Presley, moi je ne la connais que à travers les films Y a-t-il un flic pour sauver la reine et pour sauver le président, tu vois, parce qu'elle a joué la comédie. Mais je connaissais même pas du tout son histoire. Je savais que c'était l'ex-femme d'Elvis Presley, mais c'est tout, quoi. Donc voilà. Donc ouais, non, c'était plutôt pas mal. Toi, t'aimes bien Coppola de base, Sofia, ou... C'est variable. Il y a des films que j'aime bien d'elle, et puis des films que j'aime pas du tout. C'est plutôt dans le haut du panier de ce que t'as vu d'elle, ou pas trop? Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait un film marquant, quand même. Ouais. Non, je dirais pas. Moi, il y a ces 2 premiers films que je retiens. Après, le reste, honnêtement... Marie-Antoinette, quand même, encore un peu. Ouais, non, c'était pas terrible. Non, mais je veux dire, ça avait marqué, après... Chiant, quand même. On est toujours sur une héroïne féminine quelque part, donc il y a son parti pris qui est toujours là. Je trouve qu'au début, en tout cas, elle arrivait à mettre un mood, une magie. Là, non, c'est moins... Il
il y a un côté moins singulier quelque part. Je veux dire, ça aurait pu être fait par quelqu'un d'autre. Mais le film n'en est pas désagréable pour autant. Enfin, pour moi, c'était un bon film, sans être un film excellent et sans être forcément un incontournable. Mais c'était un film plutôt, enfin, du souvenir que j'en ai, puisqu'il est sorti tout début janvier, pardon. Et c'est le premier film que j'ai vu de l'année. Et c'était pas un mauvais film. Bien, et voilà. On peut peut-être parler maintenant d'un film qu'on a vu tous les trois, qui est un film qui est sorti directement sur Netflix, par J.A. Bayona. Juan Antonio Bayona. Réalisateur notamment de L'Orphelinat, du dernier Jurassic Park. Non, c'est le deuxième, Jurassic World 2. Oui. Il y en a eu un en tout temps. Oui, mais il y a eu le troisième, puis il y a un quatrième qui arrive aussi. Oui, très bien, mais les gens l'avaient. Oui, Juan Antonio Bayona, et qui a fait quelques minutes après minuit, et qui est très bien. Avant de parler du film, Le Cercle des Neiges, est-ce que c'est un réalisateur que vous aimez? Oui, moi j'aime bien. Enfin, j'aime bien. J'aime bien ce qu'il avait fait avec Quelques minutes après minuit, et puis l'Orphelinat, bon, un petit peu moins. Le Jurassic Park, Jurassic World, moi j'ai pas conquis par la franchise et tout. Mais moi j'étais intéressé pour voir le film parce que moi j'avais vu le film de 1993 de Frank Marshall, Les Survivants, quoi. Toi, tu penses quoi de Bayona? J'avais bien aimé The Impossible. J'étais un peu passé à côté de Quelques minutes après minuit. Et je reconnais que dans une merde comme Jurassic Park 2, Jurassic World 2, il arrive quand même à avoir des vrais moments de mise en scène où tu fais putain, c'est de la merde, mais ce mec-là il sait filmer, quoi. Donc j'ai envie de l'aimer à chaque fois. Je me dis putain, il peut proposer un truc bien. Qu'as-tu pensé du film Le Cercle des Neiges? Écoute, comme toi, moi c'est un film qui me tient à cœur, Les Survivants. Parce que c'est un film que j'ai vu un peu jeune, à la télé, tu vois. Moi j'avais vu au cinéma à l'époque. C'est la pas le même âge. Non mais voilà, c'est le genre de film qui te marque, parce que je l'ai vu vraiment quand j'avais peut-être 10 ans, tu vois. Et c'est vrai que ça marque, c'est une histoire tellement singulière, extrême. Et là, en fait, c'était hyper intéressant de voir une autre approche sur la même histoire. Une approche un peu plus réaliste. Voilà, c'est ça ce qui est génial, c'est déjà les mecs ont clairement l'air d'être uruguayens, parlent espagnol, et d'un coup, ça brise un truc que le film américain, finalement, j'avais même pas conscience qu'il avait cette espèce de facticité de Edano qui joue un uruguayen. Oui, puis en plus, je crois qu'il y avait des mecs qui chutaient dans des crevasses, enfin, c'était très américanisé, romanesque, spectaculaire. Et donc ça, j'ai trouvé ça déjà, point de vue intéressant, beaucoup plus réaliste, même tu sens que les fringues, la manière de parler, les coupes de cheveux, les looks, ça fonctionne bien. Après, j'ai été un peu perturbé parce que j'ai réussi à pas vraiment identifier le personnage, et ils se ressemblaient un peu tous. Oui, c'est vrai. Et même dans leur comportement. Il y avait le sosie d'Adam Driver. Ouais, il y en a un, quasi celui qui est un peu le personnage un peu référent. En fait, voix off, quoi. Il y a le côté très perturbant justement de cette voix off. Et c'est intéressant parce que c'est un peu un twist sur la voix off aussi, parce que. Et après, par contre, j'ai trouvé qu'il y avait des séquences très très bien faites d'immersion. Le crash, vraiment très soudain, mais waouh! Alors là, c'est là où je veux en venir. Je trouve que Bayona, c'est un réalisateur d'action essentiellement. Enfin, tout ce qui, à chaque fois, tu parlais de The Impossible, le premier quart d'heure du film, c'est incroyable. C'est incroyable. Et par contre, après, ça tire un petit peu plus sur la longueur, tu vois, il s'essouffle un peu. Mais je trouve que ce film-là, c'est pareil. Toutes les scènes où tu vas avoir effectivement le crash d'avion, où tu vas avoir l'avalanche, dès que ça bouge un peu, dès qu'il y a des sensations à te faire ressentir. Voilà, c'est ça, on est complètement dans l'immersion, on est vraiment pris, ça donne un peu des frissons. Par contre, ce qu'il raconte au niveau des personnages et l'intériorisation, et puis je trouve toute la narration. Moi je m'attendais à beaucoup plus, tu vois, sur le côté je spoil pas si je dis qu'ils vont être obligés de manger les autres pour survivre. C'est censé. J'avais même vu une affiche détournée où tu avais l'affiche du Cercle des Neiges, puis ça s'appelait Le goût des autres. Non mais voilà, ça pose quand même des questionnements, et le film est censé apporter ce propos-là. Il les balaye un peu. Oui, voilà, ça les balaye complètement, je trouve. T'as un personnage dilemme un peu qui il y a une certaine pudeur par rapport à ça, parce que certains justement ne voulaient pas voir d'où venait justement leur nourriture, et ils respectent ça. C'est moins dans le sensationnalisme. Oui, mais si tu veux, t'as en plus une voix off, donc ça intériorise un petit peu la pensée du personnage. Et je trouve que du coup, il se pose pas 10 000 questions. Tu vois, il a pas envie de manger. Il dit aux autres, c'est pas bien, ne le faites pas. Mais il n'est pas non plus très torturé. Tu comprends pas quel est réellement l'enjeu en fait
Moi, j'avoue qu'au moment où il pisse noir, là, je pense que la question, quand même, la question ne se pose plus trop. La question ne se pose plus, tu manges. Ouais. On en parle plus. Non, mais moi, c'est vrai que ça me perturbait sur les persos. Je trouvais que, au final, ça raconte pas. Ça raconte pas grand-chose. En tout cas, il essaye pas de te narrer, de créer des dramaturgies entre les personnages, des dynamiques. C'est vraiment une entité, ce groupe. Ouais, c'est ça. Et t'arrives même pas à différencier lequel est lequel, à part vraiment 2-3 figures. Tu vois, et en plus, ils apparaissent bizarrement. Tu vois, celui qui devient quasiment le héros à la fin. Qui est celui qui se pète la jambe au début, qui se réentraîne et tout, et quand il débarque dans le film, tu l'as même pas vu arriver, quoi. Enfin, tu vois, bref, j'ai trouvé que c'était particulier, mais ça m'a un peu plu, parce que ça prend un peu le contre-pied. Le film se laisse suivre, hein. Voilà, ça prend le contre-pied aussi un peu de quelque chose que t'attends, tu vois, et ça dépouille de tout sentimentalisme, tu vois, drama, et enfin même... Quand même un gros regret qu'il soit pas sorti au cinéma, parce que je pense que voir ce film-là sur grand écran, ça aurait franchement valu le coup. Oui, totalement, c'est vrai que... Mais il est sorti en Espagne au cinéma, mais pas... Par contre, moi, je me suis posé la question, là, c'est une réflexion débile que je vais faire, mais... à aucun moment ils sortent leur briquet pour essayer d'allumer quelque chose pour se réchauffer. Mais c'est trempé. Un petit feu. Non mais c'est vrai que je me suis posé la question. Non mais ils s'allument des clopes, après ça réchauffe quand même. C'est vrai que t'as envie de faire un briquet. Non parce que la première scène ils sont en train de mourir parce qu'ils se gèlent. Tu dis il n'y en a pas un qui veut allumer son briquet s'il vous plaît. C'est vrai que moi ils auraient pu m'expliquer pourquoi. Voilà c'est ça. Ils auraient pu l'expliquer parce que quand même c'est un film de survie. Donc, toi, t'es là en train de chercher comment j'aurais fait pour m'en sortir à leur place. Exactement. Si tu balayes pas cette vous fumez. Vous fumez. Non, si tu balayes pas qu'ils brûlent pas des fringues pour se faire une comme pourquoi ils le font pas, c'est vrai que ça m'a un peu gêné aussi, je suis d'accord. Bon, bref, voilà, c'était un détail. Après, par contre, à ce qui paraît, c'est hyper bien documenté. Le fait d'ailleurs, je pensais qu'il y avait un placement de produit avec le sac Adidas. En fait, tu te rends compte à la fin que c'était réellement un sac Adidas parce que c'était sportif. Donc, bon, il y a certainement un placement de produit, mais du coup. Mais j'ai été hyper perturbé, par contre, tu vois, entre ce qu'ils installent au début et ce qui après, les persos, j'avais pas du tout réussi à faire le lien avec qui était qui. Parce qu'au début, t'as des scènes de dialogue autour d'une table et tout. Incapable de te dire, ah bah ce gars-là, c'était ce gars-là, quoi. J'étais paumé. Donc je sais pas si c'était volontaire ou si c'est un peu mal foutu. Enfin, en plus, ils se ressemblent un peu tous, les gars. C'est vrai. C'est tous des bruns, des bruns cheveux à mi-long. Bref. Mais j'ai vécu des vraies sensations et moi, pour le moment, ça reste un film qui, à mon avis, va finir dans mon top 10. Tu vois, moi, tu vois, enfin, je pense que vraiment, en termes de réal, ce mec-là, dès qu'il y a de l'action, il est très, très doué. Et je regrette justement qu'il soit pas un peu plus attaché au côté silencieux et intellectuel. Voilà. Franck, tu veux rajouter quelque chose? Non. Très bien. On passe à un autre film? Bah oui. Je vais vous parler de Night Swim que je suis allé voir au cinéma. Ah, oui, c'est le truc avec la tu rigoles quoi? C'est le film que tout le monde attendait en 2024. Mais moi, je suis plus sur les... Je plaisante. Ah, merci. Je plaisante. Night Swim, c'est un film d'horreur de merde qui est sorti en janvier 2024 qu'il ne faut surtout pas aller voir. Voilà, j'ai presque pas envie d'en dire plus. En gros, il y a une piscine. Elle est hantée, non? Oui, enfin non, en carré. En carré, pas hanté. Des mecs... Et puis il n'y a pas un seul mort, je crois, en plus dans le film. Ouais, c'est très, très light. Très light. Il y a une famille qui vient habiter dans une maison où, justement, il y a cette fameuse piscine, et quand ils se baignent, ils sont happés par le fond, ils sont un peu hypnotisés, tu vois, on comprend pas trop. Et puis il y a des espèces d'entités qui vont sortir de l'eau et tout. C'est débile, c'est nul, c'est vraiment très cliché. C'est tout ce qu'on n'a plus envie de voir, en fait, dans les films d'horreur. Mais pourquoi tu y es allé, du coup? Ah, bah parce que moi, dès qu'un film d'horreur sort, je sais, c'est vraiment mon truc, les films d'horreur. J'adore ça. Non, mais moi aussi, j'aime bien, mais là, en l'occurrence, j'y suis pas allé, tu vois. Ouais, bah écoute, moi j'avais du temps libre. Je me suis dit, tiens, Night Swim, ça peut être sympa. Voyons voir le concept avait l'air original, et puis en fait, ils en font absolument rien. C'est très, très poussif et paresseux. D'accord. Voilà. Donc il y a rien du tout, c'est à fuir. D'accord. Voilà pour Night Swim. Oui, c'est vite fait. À toi. Et ben moi j'ai vu Moi Capitaine de Matteo Garonne. Et ben ça c'était bien. Ah ouais, j'avais trop. Et ce qui est vachement. Alors je suis complètement passé à côté. C'est quoi en fait? C'est un film. Ah bah alors ça me donne envie. C'est un truc qu'on voit au cinéma. Non, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que donc on part de l'Éthiopie quoi, enfin, de non, c'est plus du Sénégal. Ah, du Sénégal, okay. Je crois. Je dis peut-être une bêtise. Vous me corrigerez. Je pensais que c'était vers le Darfour et tout. Et en fait, ils rêvent d'aller en Europe. Parce qu'en Europe, ils peuvent... parcours d'un migrant, quoi. C'est exactement ça. C'est le parcours d'un migrant, sauf que ce qui est intéressant, c'est que c'est pas, on n'est pas trop sur la traversée de la Méditerranée et leur parcours après en Europe et tout. Mais en fait, tout le parcours qu'ils font depuis, alors je crois que c'est le Sénégal, mais depuis leur bled, et où ils doivent traverser les pays du Maghreb. Ils traversent la Libye, ils se retrouvent
otages. Oui, mais c'est ça. Mais ça, c'est ceux qui partent de la droite, en fait, du Tchad, de l'Éthiopie. C'est pour ça que... Non, parce qu'ils sont francophones, donc... le Tchad, c'est francophone. Ah oui. Alors... partie, donc je pense que ça vient de là. Hein. Bon, après, c'est possible que ça vienne... Je peux planter, t'as vu, non, mais puis je sais plus, je l'ai vu il y a longtemps. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ça montre vraiment tout un parcours qui est méconnu. Parce qu'en fait, quand ils décident de rallier l'Europe, il faut quand même qu'ils traversent tous les États... toute l'Afrique, c'est tous les États d'Afrique qui les séparent de la Méditerranée. Et encore, arriver là, à la Méditerranée, il faut aussi pouvoir traverser. Et c'est vachement intéressant parce que tu suis deux jeunes qui ont ces rêves de grandeur-là, et donc qui décident de partir contre certains avis, tu vois. Enfin, quand il en parle à sa mère le gifle carrément. C'est en quelle langue? C'est en français? C'est en français et en langue. Il y a du français, mais il y a aussi les dialectes originaux. Et en fait, on voit tout cette espèce de parcours qui est très peu médiatisé et t'as peu de chances de t'en sortir, quoi. Enfin, il y en a plein qui meurent rien que dans ce parcours-là, tu vois. Et c'est super touchant. C'est vraiment c'est un mec avec son jeune cousin. Ils ont peut-être 16 ans, tu vois. Ils sont encore mineurs et tout. Et ils font tout pour essayer de traverser, pour rallier l'Europe. Et le film est vachement beau. Enfin, il est vachement beau. Comment dire, il te prend, il te happe, et tu fais la traversée avec eux. Il y a des moments qui sont durs, mais qui sont pas non plus, ils sont pas dans la monstration un peu trop, tu vois. Ils cultivent pas le côté sordide, mais ils te montrent une forme de réalité, et tu vois comment les choses peuvent se passer, et que déjà quand tu arrives jusqu'à la Méditerranée, déjà quand tu as survécu jusque là, en fait c'est le parcours quelque part d'un héros, parce que ce mec-là, il a réussi en faisant traverser la Méditerranée à des gens, il n'était pas du tout, apte à conduire un bateau, et en fait, on lui a dit, bah tiens, c'est gratuit pour toi, mais si tu pilotes le bateau, et si tu fais traverser les gens, sachant que après, t'as les douanes, je veux dire, t'as les polices aux frontières qui peuvent les intercepter, donc ça peut être problématique pour eux, mais en fait, lui, il a tenu à faire la traversée à plus d'une centaine de personnes, pour lui aussi traverser, et son objectif, c'était qu'il n'y ait aucun mort dans cette traversée-là, quoi. Et en fait, tu vois tout son parcours, et ces personnages-là, t'as une réelle empathie pour ces personnages-là, et tu t'attaches vraiment à ces personnages-là, et tu te sens concerné par ce qui leur arrive. Franchement, enfin moi, Matteo Garonne, j'avais beaucoup aimé Dogman, j'avais beaucoup aimé Gomorrah. Pinocchio, non? Hein? Son Pinocchio? Je l'ai pas vu. Mais c'est le truc Walt Disney, là, avec... Ah non, il a fait un bien chelou, hein, les designs, ils sont... Mais c'est pas celui avec Tom Hanks dans le rôle de Geppetto? Non, ça c'est celui de Zemeckis. Ah, c'est Zemeckis. Guillermo del Toro. Non, Guillermo del Toro, c'est pas le Guillermo del Toro, ça c'est sûr. Il y a eu 3 Pinocchio en 4 ans. Mais il me semblait que c'était... Non, mais il a fait un qui est sorti à l'époque sur Amazon, je crois, et le design est hyper un peu... D'accord, non mais je l'ai pas vu. Bizarre, tu vois, c'est un peu dérangeant comme... D'accord, non, j'ai pas vu celui-là. Mais voilà, moi c'est parce que c'était Matteo Garonne que je suis allé voir, moi, Capitaine, et franchement, si vous l'avez pas vu, je vous le recommande, il est vraiment très très bien. Ça a l'air trop bien. Il est vraiment très très bien, touchant, humain, et puis en plus, il a valeur de témoignage par rapport à tout ce que ces personnes-là vivent, pour essayer de traverser, pour aller vers un ailleurs qui ne sera pas forcément meilleur. Parce que, en fait, le film, je spoil sans spoiler, mais on assiste à toute la traversée, mais après, on ne sait pas ce qui va se passer en Europe et tout. Ça, le film ne le montre pas, ça s'arrête là, si tu veux. Ils ont réussi à traverser l'Afrique et à partir de l'Afrique. Après, toutes les galères qu'ils vont vivre en Europe, et puis on sait ce que c'est, on en entend assez parler de toute la misère des migrants et de leur intégration dans les pays où ils arrivent. Tout ça, c'est pas du tout abordé. On est vraiment sur cette traversée de l'Afrique, t'as un peu ça, t'as provoqué du respect pour les gens oui, non mais oui, enfin clairement, enfin je veux dire, tu te mets à leur place et tu te dis, mais moi est-ce que je le ferai, et puis est-ce que j'arriverai à survivre aussi, parce qu'il y en a plein qui survivent pas. Je serais mort comme une merde. Probablement. J'en suis sûr. Merci, c'est gentil. Non voilà, moi Capitaine, Matteo Garonne, si vous l'avez pas vu, je vous le recommande chaudement. C'est
c'était un très bon film. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bah, ça tombe bien, tu parles de très bon film. Je vais faire un pont vers un autre film que j'ai vu qui s'appelle Jeff Panaclock, à la poursuite de Jean-Marc. Bien sûr, je trouve que c'est très important d'en parler sur la chaîne. Réalisé par un réal que j'aime bien, moi. Réalisé par le français Pef. Et alors, c'était comment Pierre-Martin Laval. Alors, j'y suis allé avec mes enfants, bien évidemment, je ne serais pas allé le voir tout seul. C'est pas un peu obscène, Jeff Panaclock non, il fait pas des blagues un peu trop... Si, mais ça reste, ça reste ce qui se passe dans la cour de récré. Hein. Les insultes, c'est pas non plus... Bon. Oui, non, les insultes, d'accord, mais je crois que c'était plus à caractère un peu... Alors là, on n'est plus dans le ventriloque qui tient sa marionnette, hein, c'est vraiment un personnage à part entière, il va y avoir une aventure, une rencontre entre ces deux personnages. Donc film de marionnette, c'est un genre particulier. C'est un genre très, très particulier. Je sens que tu vas aller voir Entre chien et chat avec Philippe Lachaud et Franck Dubosc. Oui. C'est vrai. Oui. Oh putain, mais moi j'irai pas. Ils ont vu pas. la bande-annonce, ils m'ont dit on a envie. Ça commence à m'énerver cette histoire. 20 millions d'euros. Bon, bref. Donc, Jeff Panaclock alors. Jeff Panaclock. Écoute, si on connaît pas l'univers du... Enfin, moi je connais un petit peu l'univers de Jeff Panaclock. Je suis pas hyper client. Mais j'aime pas, pour tout te dire. Mais en tout cas, quand t'as tes enfants qui te disent viens on va voir, bon bah tu te plies à l'exercice. Et c'était pas désagréable, parce que mine de rien, Pierre-Martin Laval... Ouais, j'ai toujours trouvé qu'il avait des idées. Il a des idées. Après, ça pousse vraiment pas l'humour. Enfin, je trouve qu'ils étaient plus drôles quand ils étaient en troupe, et qu'ils partaient un peu plus dans le... Ah, mais c'est pas l'humour, mais lui, c'est pas... Moi, je parle pas de son humour, mais en termes de réal, je trouve que c'est un mec qui arrive à mettre du dynamisme dans son mais c'était... Il y a il y a une loufoquerie, un truc un peu inventif. C'était plutôt plaisant à regarder. En réalité, vraiment, c'était plutôt plaisant. L'histoire est, somme toute, inintéressante, mais je veux dire, il y avait 2-3 vannes qui fonctionnaient. Enfin, ça fait pas beaucoup pour faire un bon film, quoi. Non, mais si tu veux, enfin... Il faut voir ce que tu vas faire. Avec le matériau de base, qu'est-ce que tu peux faire véritablement. Enfin, ils ont réussi à trouver une histoire. Je trouve qu'ils auraient même pas dû détailler autant parce que ils ont fait presque une origin story avec la peluche, genre comment il est devenu à parler, quoi. Mais mec, on s'en fout. Ça aurait été le côté mystérieux où justement on n'a pas envie de savoir. Ils disent qu'il a subi des trucs, on n'en parle plus. Et bon, bref, là, ils expliquent. Et c'est bien fait la peluche, je veux dire. Ouais, c'est bien fait. Non, c'est bien fait véritablement. C'est un personnage qui prend vie. Et lui, il joue bien. Il joue pas si mal. Il s'en sort pas trop mal, franchement. Non, franchement, c'était plutôt plaisant. Alors, c'est un film à aller voir en famille. Ça fonctionne. Et puis, moi, écoute, mes enfants ont été ravis. Hein. Ils ont beaucoup aimé. Voilà. C'est un peu ce qui compte. C'était le but. C'était le but. Tu vois. La bande-annonce, c'était pas mal. Franchement, il y avait des bons gags. Bon, c'est pas le film que je vais forcément vous recommander, sauf si vous avez peut-être 14 ans d'âge mental. Ouais, non, mais enfin, il en faut pour tous les goûts. Après, il en faut pour tous les goûts. S'ils ont aimé. Voilà. Ok. J'enchaîne. Ou tu veux nous dire un film que... Oh non, vous les avez sur la liste plus bas, moi. D'accord, ok. Pas. Alors moi j'ai vu un film avec Daisy Ridley, donc qui joue Rey dans la dans la dernière trilogie Star Wars, qui s'appelle La fille du roi des marais. C'est un thriller. Ouais, t'as l'air emballé. Ouais, non, c'était pas mal sans être particulièrement original. Après, j'étais en train de me questionner sans arrêt pendant le film, est-ce qu'elle joue bien ou est-ce qu'elle joue mal? Et en fait, c'est pendant tout le film, je me suis posé la question de son jeu qui est assez... il n'y a pas beaucoup de variations en fait dans ses humeurs. Est-ce que le film que tu as vu après t'a aidé à savoir si c'était une bonne actrice? Alors, on en parlera après, justement. Mais peut-être un peu plus, peut-être justement. Non, après le film, c'est un thriller pour résumer, grosso modo, c'est une gamine. En fait, c'est une famille qui vit dans les bois et on apprend très rapidement que le père de la gamine, en fait, a kidnappé sa mère. En fait, c'est une femme qui a été kidnappée, qui a été mise enceinte par ce gars-là, et il a élevé la gamine en tenant prisonnière la mère, et la mère a réussi à s'échapper. J'ai décroché. Bon bref, enfin voilà, une femme est kidnappée par un gars qui l'emmène dans les bois, qui la tient prisonnière, il lui fait un gamin, et il élève sa gamine, et puis il essaie de lui expliquer que sa mère, elle était un peu folle et tout, quoi. Sauf que la mère arrive à s'échapper avec la gamine, et le mec est condamné en prison, sauf qu'à un moment donné, le père finit par s'échapper de la prison. Et donc, la gamine a grandi, et donc devient Daisy Ridley, et avec tout son passé qu'elle a occulté, elle l'a même caché, parce qu'elle-même, elle s'est mariée, elle a 10 ans. Rien à voir, c'est pas une histoire de leçon de conduite, alors. La fille du roi qui démarrait, c'est pas... Mais non,
Pas mal. Écoute, il ne faut pas l'encourager. Ça peut faire un petit peu d'humour. Non, voilà, enfin bon, c'est... Disons que moi j'avais vu la bande-annonce, je me suis dit tiens, ça peut être un thriller sympa, j'aime bien ce genre-là. Et en fait, bon, ça se laisse regarder sans déplaisir, mais il en reste techniquement pas grand-chose. Ok. Voilà. Je peux rebondir du coup. Rebondis. Tu me lances les dés et je vais parler d'un coup de dé. Oh. Voilà. Tu l'as vu? Non, mais il a une très sale note sur sa critique. Il a une très sale note. Je pense que je vais pas faire remonter la moyenne. Il est rouge. Yvan Attal, moi, c'est un gars que j'aime bien quand même. Tu vois, enfin, je trouve qu'il a des idées. Il fait des films qui, mine de rien, méritent. Bah écoute, c'est peut-être pas forcément toujours abouti, mais je trouve qu'il y a quelque chose. Tu vois, je suis un peu frustré par ce genre de réal. Mais bon. Pourquoi? Dis-moi. Bah parce que c'est des mecs quand même qui font des films assez importants, tu vois. Enfin, il a du budget, il est prolifique. Mais je trouve qu'il a... Enfin, tu sais, ça me fait chier qu'il n'y a pas une vraie patte vraiment extrêmement marquée où je me dis, putain, mais genre, personne attend le prochain, tu vois, Yvan Attal, quoi, en film. Bah moi, quand je sais qu'un film d'Yvan Attal sort, j'ai quand même envie d'aller le voir. Ah ouais, ok, bon, bah tu vois, je me fourvoie, alors. Parce qu'il touche à tous les genres. Celui d'avant était vachement bien. En plus, il a fait des bons films, quoi, tu vois. Celui d'avant, c'était... le truc sur le procès, là, ça apparaît à... les choses humaines. Et franchement, c'était vraiment bien. Mais c'est vrai que je trouve que tu prends tous ces films. J'ai pas l'impression de voir une cohérence dans sa filmo. Tu vas de me dire, putain, c'est. Alors que des grands réals qu'on apprécie, souvent, t'as une espèce de cohérence. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, c'est vrai qu'on pourrait pas. Si tu nous montres un plan séquence. Enfin, un premier plan d'Yvan Attal, on va pas dire, ah, c'est Yvan Attal. Je le reconnais. Non, ça c'est sûr. Alors, là, pour le coup, il signe un de ses films les plus mineurs. Vraiment. C'est clair et net et précis. En fait, donc, c'est un film issu d'un roman qui va raconter l'histoire. Je sais même pas si j'ai envie de vous faire le pitch. Ouais, il y a une histoire d'adultère. C'est un genre de thriller, mais en même temps, ce n'est pas vraiment un. C'est avec Guillaume Canet aussi, non? Ouais, c'est Guillaume Canet qui joue très bien, d'ailleurs. Je tiens à le préciser parce que souvent les gens aiment lui chier dessus assez gratuitement. Je trouve qu'en tant qu'acteur, Guillaume Canet, il fait souvent le taf. Ouais, ça dépend. Dans Acide, il est horrible. Mais bon. C'est le film qui est horrible, c'est pas lui. Mais, lui, il est particulièrement horrible. C'est la gamine qui est horrible. Mais les deux. T'as envie de les noyer dans la pluie acide. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, le défaut du film, alors déjà, il est très court. Je crois qu'il dure 1h27 ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas un défaut. Hein. Alors, ça pourrait ne pas être un défaut, sauf que là, en fait, il fait que relater les faits du roman sans dévoiler tout l'aspérité qui pourrait être intéressant. En fait, on pourrait avoir un Verhoeven qui nous raconte cette histoire, ce serait génial. Tu vois, une histoire d'adultère où il y a un mec qui doit pas savoir des choses, il y a du mystère et tout. Là, c'est complètement plat et en fait, les sujets sont hyper effleurés. Si tu veux, le mec... lui et Guillaume Canet, les deux acteurs. Ouais, et alors il se donne le beau rôle, tu vois, vraiment, il se donne le beau rôle et on voit que non seulement il se filme, mais en plus, et il veut pas se salir alors que normalement il devrait. Et en fait, c'est un homme qui se pose beaucoup de questionnements. Tu vois, il se sent coupable dès le début de quelque chose, et jusqu'à la fin, il va dire je suis coupable. Et en fait, les éléments qu'on nous montre, c'est dur d'en parler sans spoiler, mais désolé si je spoil un petit peu, on voit qu'il n'est pas en réalité coupable de ce qu'il se reproche lui. Donc si tu veux, c'est un espèce de travail intérieur qu'il opère, mais qui n'est pas retranscrit du tout à l'écran. On nous montre les actions, et puis ça déroule, et puis ça finit, merci, au revoir, c'est plié. Mais ça manque cruellement d'ambiance. Je crois que sa rêve, c'était Match Point. Hein. Sa rêve, c'était Match Point? Ouais, pas mal, avec le côté hasard, le destin. D'accord. Tu vois, la balle de tennis qui peut tomber d'un côté et de l'autre, là, c'est les dés et tout. Enfin. Donc si tu veux, c'est un film qui se laisse regarder, un divertissement lambda, qui est vite oublié. Mais voilà, bon, je le conseille pas forcément. D'accord. Eh bien, moi, j'ai revu un autre film avec Daisy Ridley, décidément. Voilà, qui s'appelait La vie rêvée de Miss Fran, qui joue une... C'était pas au cinéma. Si, ça c'était au cinéma. Au cinéma. Non, l'autre c'était sur Amazon Prime. Ah, ça, il y en a un au cinéma et un sur Amazon. Voilà. Okay. Et là, La vie rêvée de Miss Fran, c'était donc de Rachel Lambert qui était au cinéma, que j'ai vu au cinéma. C'est Miss Fran de quelle année du coup? Miss France 2024. Énorme. Mais faut pas. Non, mais. Tu sais, en fait, le truc, c'est qu'il faut pas écouter. Enfin, moi, c'est depuis le début, hein, je rebondis pas parce que c'est pas drôle. La vie rêvée de Miss Fran. Donc, Miss Fran, jouée par Daisy Ridley, est une petite employée de bureau extrêmement timide, extrêmement introvertie, qui a sa collègue de bureau, une de ses collègues de bureau, elle bosse dans un open space, tu vois, et il y en a une qui part à la retraite. Et elle est remplacée par un homme. Et il y a c'est une comédie romantique sans être une comédie romantique. Enfin, il y a un côté qui est... Comédie platonique. C'est assez... Alors,
même si on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer, tu vois. Elle joue bien, la fille timide. On sent qu'il y a... Donc, tu as trouvé la réponse à ta question. Alors, elle joue bien. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel, mais bon, après, le film... J'aurais aimé... Enfin, l'affiche, en plus, elle est toute rose. En plus, je crois qu'elle a le visage un peu levé avec un léger sourire ou quoi. Ça laisse sous-entendre un feel-good movie et c'en est finalement pas un. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus l'inverse, tu vois. Tu sors pas déprimé du film. Mais en fait, le film, quelque part, sans être déplaisant, et pas non plus foufou. En fait, il est sur... en fait, il change pas de ton de tout le film. Il reste sur un ton assez monotone, je trouve. C'est un film, c'est petit budget, tu vois. Enfin voilà, je l'ai vu, j'aurais aimé avoir un petit peu de, tu vois, avoir un petit sourire ou des petites émotions ou un truc, tu te dis ah c'est sympa, c'est mignon, c'est frais. Et en fait non, c'est pas frais, c'est un plat que tu as dans le frigo que tu vas faire réchauffer, qui est pas mauvais, qui est bon, mais enfin voilà quoi. Et elle t'a quand même donné envie de voir ces deux films, elle, en fait. C'est un peu par elle que tu allais... Non, c'est pas pour elle du tout. Le premier, c'était pour le thriller. Puis je lui dis, tiens, il y a elle. Bon, comme j'aime pas du tout les nouveaux Star Wars, c'était pas vraiment pour elle que j'y allais, mais c'était pour le thriller. Et puis bon, le thriller, sans être mauvais, mais sans être bon. Et là, je me suis dit, bon, ça va être une comédie romantique ou un truc un peu léger, un peu sympa et tout. Et en fait, il y a quelques bonnes idées parce qu'il y a le rapport entre elle et ce gars-là qui lui en impose peut-être davantage et puis qui vient aussi d'ailleurs, donc qui pour elle présente une forme d'exotisme parce qu'elle elle est employée là où elle a grandi quoi. Et puis c'est le trou du cul du monde, passe-moi l'expression, mais elle est jamais sortie oui, elle n'est jamais sortie de son... Je ne sais plus si c'est sur une île ou sur une presqu'île ou sur une ville côtière ou un truc comme ça où il fait toujours gris, enfin il fait pas beau et... Elle est anglaise de base, l'actrice. Mais d'accord, hein. J'en sais rien. Je sais pas. D'accord, parce que là elle joue des rôles d'américaine. Oui. Dans les deux films. Oui. Et bon, c'est un peu mou, en fait, tu regardes le film pour voir où est-ce que ça veut aller, quoi. Et en fait, ça va pas bien loin, quoi. Ça va sur une petite... T'as une petite fin un peu ouverte qui laisse présumer qu'il va se passer des choses après, mais en fait, tu ressors de là et... je pense que j'avais fondé un peu trop d'espoir, ou j'avais envie de ressentir des choses que j'ai absolument pas ressenties dans le film, quoi. Sans être un mauvais film, c'était un film assez quelconque, mais c'est pas un mauvais film. Hein. C'est voilà. Je pense qu'on a compris. Voilà, donc la vie rêvée de Miss Fran, assez anecdotique, mais. Miss Fran 2024, du coup on a compris. Voilà. Ok, est-ce que tu as vu Argyle? Oui. On en parle? Si tu veux. Tu l'as vu? Non. Tu as envie de le voir? J'aime bien Matthew Vaughn, mais je n'ai pas réussi à me chauffer. Après, t'as vu la bande-annonce? Oui, je sais de quoi ça parle. Connaissant le réalisateur et la bande-annonce, tu t'attends à quel genre de film? Je m'attends à une comédie d'action. Sur un mec qui est pris pour un mec d'action et qui se retrouve embarqué. Je m'attends à la mort aux trousses, mais sauce qui casse, enfin sauce Kingsman, quoi, tu vois. Ouais, c'est plus sauce Kingsman 2 et 3 que tout le reste de sa film. Donc c'est-à-dire très de 2 et 3, il y a déjà moins de rap, c'est-à-dire. C'est-à-dire que en fait, je trouve que... Bon, je vais entrer dans le vif du sujet. Moi, j'aime beaucoup ce réalisateur. Je trouve que déjà, il sait mettre en action. Ouais, ça, il a une patte. Il met vraiment en scène. Et puis là, pour le coup, tu peux identifier sa patte. Ouais, c'est clair. Ce que j'aimais dans ces films qui cassent, et le premier Kingsman, et que j'ai pas retrouvé par la suite, c'est le côté, en fait, ancré dans le réel. Oui. Et il part d'une situation où tu as des personnages... dans la vie de tous les jours, et il en fait, il les extirpe dans un monde imaginaire, mais du coup il t'emmène toi en même temps dans ce monde imaginaire. C'est souvent ce qui marche bien dans les premiers volets de ce genre de truc. Ouais, c'est ça. Et un peu comme d'ailleurs peut le faire le film Last Action Hero, tu vois, qui te fait un pont entre l'univers fictionnel et le réel. Et c'est ce qui me désole de voir qu'aujourd'hui, en fait, on reste constamment dans la fiction, et qu'en fait, le spectateur reste détaché de ça, et tu regardes les trucs, et tu dis, en fait, ça va tellement loin dans le délire. Si tu veux, c'est drôle. Je sais pas ce que tu en as pensé. Parfois, drôle.
C'est inventif. C'est quoi? C'est un auteur? Alors, c'est une autrice. C'est une autrice. Une autrice de roman qui écrit sur aide-moi, s'il te plaît. C'est un espion. Un espion. Sur un espion. Et en fait, il prend vie quand elle le décide. C'est-à-dire que parfois, elle va cligner des yeux. Et en fait, cet espion qui est dans son roman va apparaître face à elle. À la place d'un autre personnage. Dans son imaginaire. Dans son imaginaire. C'est son point de vue. Et en fait, c'est surtout qu'elle écrit des romans d'espionnage et qui s'avèrent être des vrais trucs. Des vrais trucs, et elle est poursuivie par des vrais gens espions. lui disent ce que vous avez écrit, ça se passe vraiment dans la vraie vie. Voilà, c'est ça. D'accord. Et en fait, tu vas avoir des climax toutes les 20 minutes. Il va y avoir des retournements de situation, des twists, qui font que à la fois, ça rend le film divertissant. Alors, je l'ai trouvé beaucoup trop long. Je sais pas ce que tu as pensé, Franck. Il est long, il dure 2h20, je crois. Il est très long. Et quand tu rentres dans un délire comme ça, au bout d'un moment, tu dis, les gars, stop, il faut arrêter, on a compris le délire. T'es fatigué. Et puis surtout, vraiment, moi, c'est le point où je veux insister, c'est le côté... t'es détaché de tout ce que tu vois. Il y a une scène, par exemple, de patinage artistique. La meuf, elle sort des couteaux, elle s'en fait des patins, et elle va faire du patinage avec des mitraillettes, elle tire sur tout le monde. C'est visuellement riche. C'est plutôt fun, mais par contre, ça n'a plus aucun intérêt. Je pense que c'est... Enfin, je n'ai pas vu, mais là, tu rentres dans quelque chose qui est un peu... Moi, ça m'a fait un peu fait ça dans... Alors, je veux dire un film que beaucoup de gens adorent, mais dans Everything Everywhere All at Once, c'est qu'il y a un moment où, en fait, tu n'as plus d'enjeu. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, c'est tellement nawak... En fait, tu es décroché, il n'y a plus aucun enjeu, il n'y a plus de dramaturgie, il n'y a plus rien. Tout peut t'arriver. Voilà, tout peut t'arriver. Donc, en fait, tout peut t'arriver. En plus, comme tu as des twists toutes les 20 minutes, tout peut t'arriver. Et vraiment, tu te dis, bon, allez, je regarde. Et en fait, du coup, je trouve ça divertissant, mais complètement indispensable. Et puis, je trouve que ça se fout un peu de la gueule de son spectateur, tu vois. Dans le sens où il cherche pas à te ramener au réel, justement. En fait, le cinéma, pour moi, c'est vraiment une passerelle. T'es censé te mettre dans la place même d'un agent secret, même d'un mec qui, dans un monde imaginaire, tu vois. T'es censé être en immersion et puis te projeter. Là, tu peux pas le faire. Et pour le coup, c'est le fait que ce soit quand même un truc original. Parce que moi, c'est un peu le seul truc qui m'a tiré, c'était de me dire, ah putain, c'est pas une licence, c'est un nouveau machin. Tu sais, c'est quand même pas si courant. Parce qu'il c'est un film qui a coûté 80 millions de dollars. Il n'y a rien, en fait. C'est genre Rebel Moon, c'est original, mais en fait. Non, mais il y a exactement ça. C'est exactement ça. C'est que moi, je me suis fait chier, mais c'était épouvantable. Ça a été un cauchemar. Ça a été un calvaire. En plus, moi, Bryce Dallas Howard, je suis désolé, mais c'est elle l'autrice, oui. Ouais, il y a un moment donné, j'y arrivais pas. Ça, pareil. Et là, pour le coup, je vais aborder un sujet un peu sensible parce que je vais aborder son poids. Parce que je sais ce que les gens vont dire. Mais, mine de rien, alors elle a vraiment forci par rapport à quand on a pu la voir dans, je sais pas, ne serait-ce que Jurassic World. Ouais, mais dans Black Mirror, elle avait déjà un peu pris. Hein. Mais bon, elle est censée jouer, du coup, une femme, en fait, je spoil, c'est elle aussi un agent secret. Elle le sait pas, elle a perdu la mémoire. Oui, mais désolé. Non mais non, je veux dire là, c'est bon, tu m'as donné envie de ne pas voir le film. Okay. Genre, la meuf, elle a genre perte de mémoire, son opéra, c'est genre telenovelas pour et du coup, si tu veux, son physique, c'est pareil, c'est quelque chose auquel tu ne peux pas adhérer. Moi, je la trouve très belle, hein, attention. Hein. Ouais. Je fais pas de la grossophobie, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, par rapport à toutes les actions que tu vois devant tes yeux, quand elle fait du patinage, qu'elle fait des triple loops et tout, alors qu'elle n'est pas en capacité physique de le faire, t'y crois pas un seul instant, tu vois, par exemple. Et je te laisse chier sur le film, Franck. Non, mais moi, je voulais, quand j'ai vu la bande-annonce, j'avais envie de voir un vrai divertissement, un truc fun et tout. Et en fait, ça l'est fun quand même. Mais moi, je me suis ennuyé parce qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose d'original qu'on n'avait pas déjà vu ailleurs dans d'autres films. Le rythme m'a ennuyé à la fin. Cette histoire de, effectivement, ces twists t'as tellement de rebondissements qu'à un moment donné, allez, vas-y, balance ton truc, mais comment s'appelle l'acteur principal? Henry Cavill? Non, c'est Dua Lipa? Non. Putain, qui est dans les panneaux, là. Sam Rockwell. Sam Rockwell, il fait le taf, vraiment. Oui, non, mais bien sûr, mais il fait. Alors si, effectivement, c'est un peu rigolo dans le train et tout, mais en fait, c'est le truc, c'est que effectivement, t'as l'impression de voir du Kingsman. Oui. Et en plus, alors. Mélangé du. Et t'as vu la scène du Rodriguez un peu. T'as vu la scène post-générique. Oui. Donc. Il fait un pont avec Kingsman. Ouais, il fait un pont avec Kingsman, et puis il t'annonce Argyle, le film de que l'espion joué par Henry Cavill. C'est le seul acteur qui m'a plu, moi là-dedans, c'est John Cena, même s'il a il joue un tout 2 petit minutes rôle. 30. Mais ouais, c'est ça, il joue 2 minutes 30. Non, mais voilà, en fait, c'est que effectivement, c'est très long.
Et moi, à la fin, je m'ennuyais, et ça pète tellement, mais t'es tellement détaché, effectivement, du film, que tu suis le truc, mais avec un désintérêt des plus total, c'est-à-dire que enfin, le film te montre que techniquement tout est possible, donc en fait, quand les choses arrivent... Ça, c'est vraiment le problème que j'ai avec Hollywood actuellement. C'est que tout est tellement... Enfin, mais là, tout est possible dans le film. Il y a un Godzilla qui débarque bientôt, là. Mais je veux dire, je l'ai pas vu là. Mais moi, de réussir à être blasé devant Kong versus Godzilla, c'est vraiment, ça a été un point qui m'a choqué. Je me suis dit, putain, mais en fait, on est flingué en termes de public. Et en fait, non, quand on te raconte une bonne histoire avec des personnages sur lesquels on s'intéresse au parcours, en fait, ça marche encore. Il faut prendre au sérieux son sujet. Voilà, c'est juste ça. Et justement, Argyle ne le fait pas. Il prend pas du tout au sérieux son sujet. Oui, mais après, voilà. Au contraire, il le prend par-dessus l'épaule. Ça devient un truc de comic book et c'est... Je sais pas. Enfin, moi, j'ai décroché très vite et ça a été très long et je me suis vraiment ennuyé. Il y a des scènes très très agréables à regarder. Je pense à cette scène où ça balance des couleurs dans tous les sens. Ah non, moi ça a été. C'est vrai. Ah moi ça a été un cauchemar pour mes yeux. Ah ouais. Et puis je trouvais ça. Et puis c'est pas un gimmick qu'on a. Je voyais pas ce qu'il essayait de montrer à travers ça. Tu vois, à part la réunification des deux et dans cette chorégraphie, justement, machin. c'est juste le côté des trucs de couleurs, oui, mais ça m'a pas. Ils sont amoureux, ils sont en train de tirer, ils sont même pas compte. J'ai trouvé ça pénible. Le film ouvre quand même sur Henry Cavill qui s'approche d'une. Oui, mais qui nous fait du James Bond, quoi. Mais... Non, il la regarde et lui dit tu sais danser l'hélicoptère. Et en fait, il la soulève, il prend les jambes et il commence à tourner. Et là, tu te dis ok, je suis allé voir un film. Il va falloir que je fasse des concessions, que je fasse vraiment des concessions, parce que tu comprends que en fait tout ce que tu vas voir, ça va être du grand n'importe quoi. D'accord. Ouais, mais moi j'ai jamais trouvé ça drôle. Comment ? C'est Dua Lipa là. Oui, et qui joue aussi 5 minutes. Elle. Oui, comme il y a bien sur la fiche, par contre. Sofia Boutella aussi qui fait une apparition. Aussi. Mais enfin voilà, moi j'ai trouvé le film jamais drôle, long, ennuyeux et paradoxalement anti-spectaculaire. J'ai envie de le voir. Donc, en fait, ouais. Pour moi, il est passé à ça de faire un truc super. S'il avait raccroché... fait la même chose. En fait, ce qu'il faudrait qu'il fasse, Matthew Vaughn, c'est autre chose. Autre chose que Kingsman, machin, parce que ça s'inscrit vraiment dans la lignée, et en moins bien. Et enfin, déjà, je suis pas un fou de Kingsman. Le premier, j'avais bien aimé, après les autres, nettement moins. Mais là, non. Mais pareil, parce que tu vois, Kingsman 2, c'est Kingsman qui se prend plus au sérieux. Du tout. Et on est dans du Rodriguez. Oui, c'est ça. Le 3 est un peu plus sympa. On revient sur un truc un peu plus... Le 3 est un peu plus sympa. Mais là, c'est un peu plus sobre. C'est un film qui se regarde, en fait. Enfin, qui se regarde lui-même. Ouais, c'est ça. C'est un film qui a conscience de lui-même. Avec Elton John. J'avais pas supporté. Et c'est en ça que pour moi, il se fout un peu de la gueule du spectateur. C'est-à-dire qu'il fait son truc, il se fait plaisir, mais il en a rien à foutre de savoir ce qu'il va te procurer comme émotion. Je pense que si j'ai pas aimé le film, c'est parce que... tout ce qui était proposé, je l'avais déjà vu ailleurs. Je pense que si tu montres ça à un gamin qui a pas les mêmes références, la même cinéphilie que nous, lui, il pourrait kiffer. Je pense que tu t'amènes voir ton fils voir le film, il pourrait kiffer vraiment le film. Et c'est un film Apple, hein. On est d'accord. Enfin, c'est un film qui il y a le logo Apple dans cette scène. Oui, il me semble. Parce que je crois qu'il a été acheté par Apple 200 millions de dollars. Enfin voilà, moi Argyle, je me suis vraiment ennuyé, quoi. J'ai trouvé ça long et à la fin j'en pouvais plus. Mais ça m'étonne pas. Et moi en fait, si tu veux, j'y vais avec un amour pour le réalisateur. Et du coup, mais moi j'avais envie de me rattacher à ça, mais je suis vraiment très déçu. Je me suis dit ça allait être fun et tout, et c'était pas fun, quoi. Alors moi je voudrais parler de Godzilla Minus One. Bien. Je suis dégoûté de leur louper. Qui était sorti. Alors déjà il était sorti le 7 et 8 décembre, ou le 8 et le 9 décembre, 2 jours au mois de décembre. Et il est ressorti 15 jours jusqu'au du 17 au 31 janvier, c'est ça ? Oui, on s'en fout un petit peu là. On s'en fout un peu, ou alors c'était jusqu'au 17 janvier. Je sais plus. Bref, peu importe. Et donc je l'ai vu au cinéma. Et avec ce film-là, j'ai retrouvé un truc que j'avais pas eu depuis longtemps, c'était l'effet waouh au cinéma. Parce que il a réussi là où Gareth Edwards avait loupé son Godzilla. C'est-à-dire qu'on est tout le temps à échelle... la créature est toujours filmée à échelle d'homme. Et ce qu'avait fait Gareth Edwards... il l'avait plutôt réussi. C'est pour ça que je veux apporter une nuance à ce que tu dis. Quand tu dis échelle d'homme, c'est échelle dramatique. Oui. C'est important. Oui, parce que c'est pas juste échelle d'homme, genre tu filmes... voilà. Tu vois, c'est que... En fait, on voit l'impact qu'il a sur les humains. Oui, évidemment. Ils n'ont pas peur de montrer des habitations qui s'écroulent avec des gens qui sont dessus et qui tombent, tu vois. Donc en fait, c'est ça l'échelle d'homme dont tu parles. Et il y a une dimension spectaculaire
Enfin, vraiment, c'est un film qui a à voir au cinéma. Alors, et malheureusement, maintenant, voilà, il est plus à l'affiche, il est resté que 15 jours. Moi, je suis allé le voir 2 fois, du coup, pour voir si la deuxième fois, ça fonctionnait encore. Et la deuxième fois, pardon, ça fonctionnait véritablement encore. Il y a je trouve qu'il y a un rythme enfin, il y a une très bonne mesure entre l'unité dramatique humaine, intimiste, donc de cette histoire en fait, d'un kamikaze qui a déserté et qui a survécu. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça se passe à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. On est dans le trauma en fait japonais. Le Japon vient de perdre quoi. Parce que c'est vraiment de nouveau là il incarne plus le trauma de la guerre. Ah complètement. Complètement. Le nucléaire. Ah complètement. Oui mais c'est plus et puis c'est le trauma d'avoir perdu et puis c'est surtout le trauma du déshonneur puisque ce kamikaze. Et puis on est dans la fatalité de la défaite aussi. Oui mais c'est ça. Quoi qu'il advienne ils sont laminés quoi. Non mais c'est cool parce que c'est vrai que c'est une des vrais trucs avec Godzilla, c'est le côté qu'est-ce que ça représente. Et autant le premier, c'est clairement le nucléaire, tu vois, ce rapport-là. Le dernier qui était sorti, qui était pas mal du tout, là. Oui, Shin Godzilla. Qui représentait, pareil, le nucléaire, tu vois, avec Fukushima et tout ça. Et là, donc là, c'est plutôt la défaite de la guerre. En fait, il va servir de remise en question aux personnages qui vont se dire, mais en fait, je sers à quoi? J'ai perdu, qu'est-ce que je dois faire? Le déshonneur, Et la créature est vraiment... tu mesures le danger qu'elle représente. Et ce caractère complètement imprévisible, sans mobile apparent, et le pouvoir de destruction qu'elle représente, et tu vois la destruction. Et quand tu sais que le film a coûté même pas 15 millions de dollars, et ce qu'ils en ont fait, visuellement, c'est impressionnant. Enfin, moi, j'ai été impressionné, j'ai été touché humainement par les histoires humaines, par les drames humains qui se jouaient, et fasciné par le pouvoir destructeur. En plus, le film commence où ça commence direct, c'est-à-dire c'est le kamikaze qui se pose sur une île avec son avion où il y a des techniciens japonais qui sont là pour réparer les avaries des appareils pour les kamikazes et tout. Puis en fait, les mecs se rendent compte mais en fait il a pas de problème ton avion et tout. Ils se rendent compte qu'en fait le mec il déserte. Et là Godzilla arrive. Et Godzilla il est encore petit parce qu'en fait il grandit dans le film. Enfin petit. Il a la taille d'un T-Rex quand même, et en fait, c'est quand j'ai vu le tout début, qui déjà envoie bien le steak, c'est ce que j'aurais voulu voir dans les nouveaux Jurassic Park, tu vois, t'as ce côté, t'as ce côté menaçant, destructeur et imposant, enfin tu vois la créature, violent, elle est carrément, c'est violent, c'est flippant, c'est... Godzilla c'est un rouleau compresseur en fait. Mais oui c'est ça, et c'est... Il est hyper robotique, tu vois, il se déplace comme ça. Et puis il écrase tout sur son passage. Et puis alors quand il s'énerve, il a fait un sacrète là qui s'illumine avant de balancer. Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de Godzilla versus King Kong. Il y a la suite là qui va sortir. Et on voit justement dans la bande annonce, c'est fou parce qu'on voit le parallèle. On voit sa crête qui s'illumine comme dans et alors j'ai vu passer un truc là où ils veulent le faire, le Godzilla, c'est pas versus Kong mais X Kong. En fait, ils veulent faire un pendant à l'arme fatale, c'est-à-dire qu'ils veulent faire un buddy movie où t'as Godzilla et King Kong qui sont. Oui, mais là, ça sera encore plus avéré. Mais dans l'autre, il sautait comme John McClane. Quand tu regardes Godzilla -1, tu peux te dire qu'il y a que les Japonais qui peuvent faire ça, Godzilla. Ça peut pas être c'est très culturel. Il ne peut pas, mais exactement. Il ne peut pas. Enfin, je veux dire, la version américaine. Les Américains n'ont pas compris ce qu'était Godzilla. Non, et puis ils n'ont pas compris ce qu'était la relation des humains face à quelque chose de supérieur. Et tu parlais parce qu'ils sont pas dans le même rapport aussi historique. On parlait de culture nippone et là on est typiquement dans les mangas des années 80. Vraiment, ça reprend les mêmes schémas. Si tu veux, c'est si tu prends Dragon Ball Z ou la Chevalier du Zodiac ou peu importe, ça envoie une attaque sur l'ennemi et c'est cool, on a réussi à le détruire. Et puis là, les nuages s'estompent. Et la bête revient, oh merde, en fait, on l'a pas détruit. Et puis il se passe des trucs, tu vois, toutes les 5 minutes. Mais en fait, toi, tu vis les émotions aussi comme un enfant. Tu le regardes vraiment en mode, t'es ébahi par ce que tu vois. Moi, je mettrais une petite nuance, parce que culture nippone veut aussi dire une relation humaine un petit peu, je trouve, pour le coup, américanisée. Je trouve qu'il y a un peu trop de bons sentiments dans la relation. Pathos, quoi. Ouais, un peu de pathos. Ouais, un peu. Ne serait-ce que dans les relations amoureuses, tu vois, t'as des musiques, des violons, des machins et tout, ça fait un peu too much, quoi, franchement. Ouais, mais moi j'ai trouvé, pour moi ça a marché. Non, en fait, ça plaît tellement les scènes d'action que forcément t'as envie d'aimer aussi ce que tu regardes par la suite. Et on m'a dit qu'il y avait un côté Spielbergien un peu dans cette espèce de naïveté. Non, moi je trouve pas, mais. De réussir à non, je sais pas. Bon, après il y a
on sent qu'il y a les Dents de la Mer qui sont citées en termes de mise en scène. Ouais, par rapport au bateau, mais... Ouais, là, moi, on a gardé le monde un peu, on m'a dit. Tu vois. Ah ouais. Non, mais moi, c'est ce côté... c'était vraiment le... Godzilla, c'était vraiment cette espèce de monstre machine, quoi, que rien n'arrête. Et ce côté inexorable, la destruction arrive et personne, et tout le monde est impuissant face à ce truc-là. Et comment, justement, on montre... Comment, puisque les militaires ont perdu la guerre quelque part, les pouvoirs ont perdu la guerre, là ce sont les petites gens, les humains de base, entre guillemets, qui vont s'unir et chacun va unir ses compétences pour essayer d'arrêter cette espèce de... Et puis, franchement, enfin, le truc final en mer, mais moi ça m'a... Enfin, c'est spectaculaire. Oui. C'est que voilà, c'est ça. C'est que moi au cinéma, le fait de voir un film comme ça et d'avoir l'effet waouh, et t'en prends plein la tronche, et t'as le smile comme ça, et tu ressors, tu te dis waouh, mais ça fait du bien, tu vois. Ça fait du bien de voir un vrai pur divertissement. Et ben voilà, moi merci. Enfin, c'est cartonné aux US. Hein. Ouais, mais. Moi, je suis pas autant joué que toi. Je trouve que c'est un bon film, j'ai vraiment aimé, mais je mets quand même quelques réserves, justement parce que certains moments, si tu veux, le film est un peu séquencé. Scène d'action. Oui, mais sauf que justement dramatique. À la deuxième vision, je regardais ça parce que je me souvenais de ce que tu m'avais dit, et en fait, je trouve que au moment où les scènes plus intimes sans le monstre commencent, tu te dis il faudrait pas que ça dure plus longtemps, et ben c'est juste au moment où tu te dis ça que le monstre arrive. Donc en fait, je trouve que il est très bien rythmé. Justement, okay. Mais peut-être parce que c'était ta deuxième lecture et du coup tu savais ce que tu allais voir. Moi au premier visionnage, du coup j'étais un petit peu déçu par les moments justement moi humains, enfin ouais. Et moi, je trouvais ça un peu long, un peu cucu, tu vois. Et donc moi non, enfin moi ça m'a bien. Enfin, écoute, et petit spoiler, revenez dans 30 secondes si vous voulez pas l'entendre. Le happy end à la fin, c'est en trop, c'est dommage. Oui, ça. Parce que véritablement là, ça finissait. Oui, c'était un peu comme téléphoné. C'était prévu, c'était impactant. C'était un petit peu téléphoné, mais bon, moi ça m'a touché. C'est bon, on pouvait revenir. J'ai même versé ma petite larme, tu vois. Donc, c'est mignon. Mais oui, non, mais pas le premier à me dire ça. Ouais, non, mais enfin, franchement, c'est de loin un très très bon divertissement. Oui. Enfin, franchement, ça met une baffe à tout ce qui peut se faire. Ouais, mais c'est ça. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu un divertissement jouissif comme ça, quoi. Enfin, moi, le dernier en date qui m'avait emballé avec des gros monstres, c'était Pacific Rim de Guillermo del Toro. Donc, tu sais que Godzilla arrive. Quand tu vois par exemple un porte-avions qui vole, c'est ça. BAM, qui va détruire la ville, et tu dis tiens, il arrive, il arrive. Content. Et là tu dis ben voilà, c'est ça l'impact. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ça quand t'as un monstre. Et puis avec qui arrive, une espèce de violence, de choc, de surprise, tu quand vois. Quand il tire son rayon, ça. Ah la vache, et tu vois 10 000 scènes comme ça dans les films américains et tu les regardes. C'est plus rien à foutre, plus rien à foutre. Et là, je sais pas, ils réussissent à te souffler. Mais le côté rare aussi de la bête. Le fait qu'il apparaisse de façon ponctuelle le rend aussi d'autant plus impactant. Sauf qu'il y avait ça, enfin Gareth Edwards. Bah, lui, il foirait les humains. Evans. À ce moment-là, Gareth Evans, c'était les Gareth Edwards. Ouais, c'était Gareth Edwards, c'était les humains qui foiraient. Enfin, je veux dire, il y avait deux trucs qui foiraient un peu. Il y avait le côté, je veux pas vous montrer le mont. Enfin, je veux vous suggérer le truc, mais ça marche une fois. Il nous le fait 6 fois, et vraiment, t'en as ras le cul. C'est ça. Et les humains, les persos humains, qui avaient aucun. Que là, Minus One. Où ils vont en faire des héros, tu sais pas pourquoi d'un coup ils se retrouvent. Dans Minus One, quand tu vois la bestiole, ils sont généreux avec la bestiole. C'est-à-dire que tu vois bien et t'en prends plein la tronche. Et puis elle fait flipper. Et puis enfin c'est très très généreux en termes de scènes d'action, en termes de gigantisme, en termes de spectaculaire. Rien que le regard, c'est tout con. Et le regard de la bête, tu te dis bon bah. J'ai pas envie de me retrouver face à elle. Ah ouais non, c'est méchant comme bestiole. Bref, enfin j'ai beaucoup aimé Godzilla Minus One. Je me prendrais Blu-ray il faut. Ouais, mais voilà, il faut avoir. Enfin. Il faut avoir la chance qui font des très très bons Godzilla. Il faut avoir la chance de ce que vous me disiez, ça n'a rien à voir. C'était intéressant, c'était le côté bureaucratique. Enfin, rien à voir. J'ai eu un peu plus de mal avec Shin Godzilla. La forme est un peu particulière, mais. Alors, il y a énormément de sous-titres, tu vois, pour savoir qui est qui. Et tu te perds dans qui est qui. C'est le propos presque. C'est comment cette bureaucratie mal foutue doit gérer une crise et n'arrive pas à s'organiser en fait. Oui, bien sûr. Et comment une personne qui d'un coup décide de devenir un héros et de pas se cacher derrière ça. Si vous avez la chance de voir le film et si vous avez la chance de le voir sur grand écran ou avec faut un système de son qui tabasse. Il faut vraiment le voir dans les bonnes conditions. Le regardez pas par pitié, le regardez pas sur votre portable quoi.
Bon, avec le casque. Enfin bon, bref. Non, enfin voilà, Godzilla Minus One, moi, ça m'a fait retomber gamin et j'ai eu l'effet waouh et j'ai eu un bon film. Ça réveille l'enfant qui est en nous. Ouais, c'est ça. J'ai eu un bon film de monstre, un bon. Enfin, donc ça, on peut encore être impressionné par des monstres. Et oui, c'est bon. On n'est pas des spectateurs. C'est ça. Et un film dans le cadre. Un film à 15 millions, quoi. Les Américains, ils auraient mis l'économie japonaise. Non mais et encore. Le mec, c'est un superviseur d'effets spéciaux, le réal aussi. Donc c'est pour ça, c'est un peu comme Gareth Edwards justement qui arrive à faire ce créateur aux États-Unis pour 80 millions, tu vois. Enfin, c'est des gars qui manipulent une manière de faire qui fait qu'ils arrivent à faire. Voilà, mais il y a un vrai savoir-faire que tu ne retrouves plus ailleurs. Et franchement, voilà, moi j'ai été conquis, quoi. Et c'est de loin un des meilleurs films de monstres que j'ai vu depuis très 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 longtemps, quoi. Donc voilà, donc Godzilla Minus One. En parlant de films de monstres, je vais vous parler d'un film de monstres que j'ai vu, alors pas au cinéma, qui s'appelle No Way Up. Ah oui, le film de requin. C'est le film que j'attendais, moi, en 2024. Ça cumule deux de mes passions, à savoir les films de crash d'avion et les films de requins. Là, on va suivre des passagers d'avion qui se prennent des petites mouettes dans le réacteur, alors des pigeons, j'en sais rien, des oiseaux, quoi. Et du coup, l'avion se crache dans l'eau, il atterrit, il atterrit, pour le coup. Il amérit. Et il atterrit. Oui, puisqu'il coule. Il coule et il est atterri. Il est sur un récif. Voilà. Et pas de bol, il y a des requins. Il y a des requins, dis donc. Oh là là. C'est des gros requins ou des requins qu'on ne verra pas trop. Alors on ne sait pas trop s'ils sont gros ou pas. C'est des rouquins en fait. C'est par le réalisateur très convoité de Holoman 2. Je savais même pas qu'il y en avait un. Vous l'avez pas vu Bon, moi je l'avais vu, c'était pas fameux. Mais c'était avec Christian Slater. Mais donc c'est une merde, mec. Oui, je te parle d'une grosse merde. Ah oui, mais par contre... un peu chauffé. Non, mais parce que véritablement, les films de requins, tu peux trouver avec du Sharknado et tout, ça m'intéresse pas, tu vois. Non, j'ai besoin quand même que ça se prenne au sérieux, tu vois. C'est un vrai film de requin. Il y a un budget qui doit être moindre parce que tu sens que c'est limité. Genre, ils te mettent 6 passagers dans l'avion. Et en plus, ils sont obligés de le justifier. Non, il n'y a pas beaucoup de monde dans l'avion aujourd'hui. Ouais, c'est normal, c'est le matin. Ah, ok. C'est les mecs, ils ont vraiment pas de sous. Mais du coup, le crash d'avion est plutôt réussi. Cette partie-là est assez immersive, assez plaisante. Les personnages. Comment ? C'est le cas de dire immersif. Ouais, voilà. Non, il passe du temps vraiment à développer un petit peu les personnages. C'est plutôt sympa. Au final, tu dis tiens, on sait vraiment qui est qui. On comprend un peu les enjeux. Au moment où ils arrivent dans l'eau, c'est flippant. Les premières scènes d'apparition de requins fonctionnent aussi également. Donc au début, pendant franchement 40 minutes, je me suis dit c'est cool. Ça va faire des films de requins que je vais avoir dans ma collection, tu vois. Je vais pouvoir agrandir ma collection de films de requins. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il sait pas quoi en faire après de son film. Si tu veux, il se passe plus rien. Il développe les personnages, mais qui sont pathos au possible. C'est américain, mais cliché 2000, tu vois. C'est une petite fille qui va faire la morale aux adultes en disant oui, mais moi j'ai ma peluche, machin. Enfin bon, bref. Et voilà, tous ont une histoire qui est censée faire couler l'alarme du spectateur, tu vois. Ils sont tous en train de se raconter leur vie, t'en as rien à foutre. T'as qu'une envie, c'est qu'ils essaient de s'échapper et que ça se passe mal, tu vois. Et budget limité aidant, t'as aucun, ne serait-ce que plan large sur l'épave de l'avion avec des requins qui tournent autour, tu sais. T'aurais vu ça, déjà, tu te serais dit, putain, ils vont les becter, tu vois un peu la menace, quoi. À aucun moment. Les requins, en fait, tu les vois par le hublot de l'intérieur. Donc, en fait, les attaques de requins sont plutôt bien faites. Tu te dis pas, tiens, c'est du CGI, c'est du... Je me demande si c'est pas de l'animatronics, d'ailleurs. Il doit y avoir peut-être des... Après, CGI ou pas, ça dépend comment c'est fait, quoi. Ouais, ça dépend comment c'est fait. Là, en l'occurrence, c'est bien fait. Donc, quelques trucs fonctionnent. Le film, après, tire en longueur, est complètement plat, et même la fin, qui est censée être épique, ne l'est pas, c'est dommage. Donc, un film mineur, mais qui, pour les passionnés comme moi de films de requins, se laisse agréablement regarder. D'accord. Voilà. Mais je le regarderai pas. Très bien. Ensuite, j'ai vu un film québécois qui s'appelle Les Chambres Rouges de Pascal Plante. Ah, c'est québécois ? Oui. Avec Anna... Ah non, pardon, oui, vas-y. Et donc, en fait... film de tueur en série, tout ça, là. Alors, ça démarre comme un film de procès, en fait, où le mec qui est dans le box des accusés est accusé, justement, d'avoir enlevé... et violé, torturé avant de tuer des adolescentes. Sauf qu'il a filmé tout ça. Il a filmé le viol, la torture, et il diffusait ça, il vendait ses vidéos sur Internet, quoi, et tout ça. Parfait. Et donc on a une nana qui va assister au procès. Par qui, la nana, je sais pas. Je saurais pas te dire, je me rappelle pas de son nom. Mais qui joue plutôt bien. Tu poses des questions, on n'a pas de réponse.
C'est ça. Et en fait, elle va suivre ce procès-là, et cette nana-là, elle a un mode de vie assez bizarre. Elle vit dans un appart où il n'y a pratiquement pas de meubles, il n'y a que son ordi et tout. Elle est elle est très fermée aux autres. Et en fait, pendant tout le film, je ne savais pas trop sur quel ton, dans quelle position me mettre par rapport à à ce personnage-là, jusqu'à la fin qui explique grosso modo tout le sens de sa façon d'être pendant le film. Et en fait, je crois de manière touristique ou de manière juste... non, c'est d'une manière... En fait, ça découle logiquement. Ça devient... Enfin, c'est logique. En fait, tu comprends, il n'y a pas de... C'est une révélation, quoi. C'est une révélation sans être twist. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas le truc, on te retourne pas c'est pas artificiel, si tu veux. Ça fait complètement sens. Et je pense que c'est un film... Quand j'en suis ressorti, j'étais un peu mitigé. J'avais une impression un peu mitigée. J'avais l'impression d'être passé à côté de quelque chose, et en le laissant un peu décanter quelques jours après, et j'y ai trouvé un propos véritablement intéressant. Et le film, je pense, si je le revois, je l'apprécierai que davantage. Le sujet est pas fun, puisqu'en fait ça tourne, il y a la question du snuff, quoi. Ouais, il y a vu le film là avec Idris Elba sur Luther sur Netflix. Qui parlait de ça cette année aussi. D'accord, j'ai pas vu, mais... Parce que c'est un vrai truc, les chambres rouges, c'est genre en fait les instances sur lesquelles les gens se connectent pour voir... Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Pour assister, ils payent, et c'est au meilleur enchérisseur qui va récupérer la vidéo où on voit la nana se faire... avant de se faire oxyre, quoi. Donc alors c'est pas c'est complaisant ce truc de... non, justement, on voit pas grand chose. On entend la bande son est relativement importante, mais on ne voit pas, il y a pas d'effet gore, il y a pas d'effet voyeur, ou on n'est pas dans le voyeurisme malsain. Mais par contre, on est dans cet univers interlope, underground, tu vois, cet univers du dark web très particulier, voilà. Cyber dégueu, quoi. Mais le film est bien. En fait, c'est un bon film. C'est un bon thriller. Franchement, c'est un bon thriller, Les Chambres Rouges. Donc ça se passe au Québec, quoi. Ouais. Okay. Et alors de temps en temps il y a des sous-titres français pour t'aider un peu à comprendre, mais c'est pas ça reste c'est pas du joual, quoi. Ils sont pas au fin fond de la campagne québécoise. Ça reste parfaitement compréhensible. Donc un bon petit thriller québécois, Les Chambres Rouges, que je peux vous recommander, qui est plutôt bien. Et l'actrice, même comme dit, pendant tout le film, j'ai eu du mal à savoir si j'aimais pas ce que je voyais. Quand je suis sorti du film, j'arrivais pas à savoir si j'avais vraiment aimé le film ou pas. Il a fallu un petit temps, le laisser décanter le truc pour en ressortir vraiment toute la qualité. Et franchement, ouais, c'est un bon film, un bon thriller. Bien. Les Chambres Rouges, je recommande. À toi donc. À moi. Écoute, il y a eu un grand silence pour la transition. Je vais parler du film Un silence. Est-ce que vous avez vu la bande-annonce ou pas? Je sais, non. Parce que le film est passé complètement inaperçu. Alors, il est produit par France 3. D'accord. C'est bon, j'ai tout dit. Non, c'est avec Daniel Auteuil. Non, je vais le voir parce que j'aime beaucoup Daniel Auteuil, moi. Ah, c'est un Joachim Lafosse, d'accord. Tu connais? Le réal, ouais, Lafosse, j'ai pas vu beaucoup de films de lui, mais bon, je vois... Pareil, c'est parti de Céréales qui sort un film par an depuis 15 ans et ils sont tous mineurs, quoi. Non, ça me frustre un peu. Ouais, c'est parfait parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti sur le film Un silence, qui d'ailleurs démarre par la scène de fin. En fait, tu comprends un peu les enjeux directement avec l'introduction, parce que c'est ce qui est très dommage, pardon, parce que justement le film, on parle de pédophilie en l'occurrence, cool. Avec un homme d'affaires, je sais pas ce qu'il est, avocat ou quelque chose comme ça, qui a un passif de pédophile, mais est-ce que c'est un passif ou est-ce qu'il est toujours en activité? On ne sait pas trop. Et donc il a un fils adoptif qui va faire ressurgir... Super idée. Voilà, qui va faire ressurgir certaines facettes de sa personnalité. Mais donc, si tu veux, il y a un doute qui peut s'instaurer. C'est un film qui s'inscrit dans la longueur, qui vraiment donne des indices petit à petit, et qui malheureusement
souffre justement de ce fameux silence, c'est-à-dire qu'il y a très peu de dialogue, tu as énormément de scènes où tu es par exemple dans l'intérieur d'une voiture, et tu as la mère à gauche, le fils à droite, et ça se dit rien. Et ça filme, et c'est long. Et c'est long, et c'est silencieux. Et quand ils ont des choses à raconter, c'est pas non plus très significatif. Du coup, c'était pas mal. Voilà, c'était pas mal, mais c'est pas un film que je vais recommander, c'est pas un film marquant, c'est pas un film qui... Alors ça dénonce quelque chose, ok, mais ça joue pas trop mal. Mais la scène à la fin d'interrogatoire, à partir du moment où les flics immergent l'habitation et commencent à interroger les gens, là ça devient beaucoup plus plaisant. Mais t'as 1 heure de film avant ça, et du coup, je me suis un petit peu ennuyé. D'accord. Voilà. Mal vendu. Oh, j'ai pas envie de le vendre, hein. Pas du tout. Alors, moi, je vais vous parler du dernier film de Yorgos Lanthimos, Pauvre créature. J'ai envie de le voir. Tu l'as vu, toi, du coup ? Yes. Ah, cool. Donc, qui revisite un petit peu le mythe de Prométhée, Frankenstein. Et alors, déjà, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est le créateur qui est difforme et la créature qui est plutôt, qui présente plutôt bien. Qui est un film un peu quand même fait gomme du cul, quoi, un peu. Ouais, non, mais moi j'ai pas vu ça comme ça. Moi j'ai vraiment vu une femme qui veut jouir pleinement de sa liberté et d'une véritable liberté. Donc effectivement, j'ai entendu qu'on lui a reproché quand même pas mal de son côté très cul, quoi, par moment. Où elle est tout le temps, plus ou moins tout le temps à poil ou quoi. Mais moi ça m'a pas. Enfin, je trouvais que ça faisait sens dans la narration, quoi. Il n'y a pas de complaisance à la nudité ou quoi. En tout cas, pour moi, en tout cas, c'est un film qui est blindé de cul, mais qui m'a pas du tout émoustillé. Donc, non. C'est pas le propos du film n'est pas de faire un truc un truc graveleux par rapport à la chair. Ouais, tiens, non, c'est par rapport aux découvertes. Oui, c'est ça, c'est à la découverte d'elle-même, et puis elle veut vivre pleinement sa sexualité, elle veut vivre pleinement tout court. Tout court, voilà, merci. Mais ça, et ça passe beaucoup par le sexe, parce que c'est un peu tu vois, le pitch, c'est Emma Stone qui en fait est une créature qui a une mentalité de bébé quasiment au début et que tu vois évoluer très vite vers tu vois on va dire, elle a une croissance mentale accélérée, tu vois. Et donc elle se retrouve à devoir découvrir son corps, ses pulsions. Elle s'adapte à son environnement. Et et après elle part dans une Sauf qu'elle refuse, en fait elle a été très longtemps cantonnée au manoir de son créateur et tout, et elle ne supporte plus d'être enfermée. Et en fait c'est exactement ça, c'est vraiment le désir de s'ouvrir, et de s'ouvrir, d'ouvrir son corps, d'ouvrir de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à la vie, et à engranger un maximum d'expérience sensorielle. De filtre, elle n'a pas de convention de conception sociale. Oui, c'est ça. Elle fait ce que bon lui semble, ce qui lui plaît. Alors après, voilà, exactement. Sur la forme, le début est un peu perturbant parce que tout est filmé en fisheye, en noir et blanc. Au début, ça commence et tu te dis, waouh, si tout le film va être comme ça risque d'être un peu. Mais Yorgos Lanthimos, il est un peu habitué à ça, au grand angle, aux extrêmes grand angle. Mais en fait, moi, le film, je l'ai trouvé vachement intéressant. J'ai trouvé que comment il s'appelle, Mark Ruffalo jouait franchement très très bien l'espèce qui tombe complètement amoureux et devient d'une jalousie maladive, alors que elle n'a qu'une envie, c'est de vivre pleinement, et elle voit pas où est le mal. Elle n'a pas le sens de la propriété, si tu veux. Elle est propriétaire de son corps, elle a sa liberté et elle tient à sa liberté, et elle ne veut plus être enfermée dans un quelconque carcan et veut exprimer tout ça, sauf que elle est plus ou moins kidnappée, entre guillemets, attrapée par Mark Ruffalo qui l'emmène et puis qui veut la garder pour elle. Au début, il essaie il est dans une position de profiteur, mais très vite il bascule dans le côté où il est complètement sous son emprise à elle. Enfin, je veux dire, il est tellement fou d'elle qu'il il va l'emmener sur un bateau pour être sûr qu'elle lui échappe pas. On est dans la possession, quoi. C'est ça, complètement.
Et le film, c'est un peu une ode au libertinage, en fait. Non, pas du tout. Mais à l'émancipation. Ouais, et à la liberté de soi, de son propre corps. Libertinage. Non. Liberté sexuelle. Oui, mais sauf que elle est pas dans. Enfin, ça fait partie de son chemin de sa croissance et tout, mais elle est pas que dans cette quête-là, si tu veux. Okay. Tu vois, ça, même si elle en. En vrai, c'est-à-dire que oui, ça revient au libertinage, mais il n'y a pas de rapport. En fait, le libertinage, c'est plus approprié à un groupe. Tu vois, une espèce de catégorie presque de groupe de gens. C'est quand même le fait d'appartenir. Oui, puis c'est une orientation de la sexualité. Ouais, là, c'est pas. Là, c'est qu'elle voit une pastèle de Nata, elle a envie d'en bouffer plein, et on lui dit non, si t'en bouffes trop, tu vas grossir. C'est très pulsionnel. Et en fait, elle a envie de baiser tout le temps, et on lui dit non, on baisse que 2 fois, et puis après on s'arrête. Tu vois, c'est côté juste, en fait, elle a envie de pouvoir profiter des choses pleinement. Il y a un côté très hédoniste, quoi. En fait, la société, globalement, on te bribe pour plein de trucs, faut pas faire ci en public, faut pas faire ça, faut pas faire. Tu vois, faut se tenir comme ça, faut pas une femme toute seule, elle fait pas ci, tu vois. Après, moi, j'ai trouvé la mise en scène plutôt assez singulière, donc réjouissante par défaut, parce que justement, Yorgos Lanthimos, il a sa patte, et tu sais ce que tu vas voir. Moi, j'aime beaucoup ces films. Enfin, même si tous ces films ne m'ont pas forcément tous transporté. Moi, mon préféré restant La mise à mort du cerf sacré. Okay. Moi, il m'a terrorisé, ce film. Enfin, mais voilà, moi, j'ai ce film-là. En plus, Emma Stone, je trouve que c'est une très grande actrice. Franchement, elle joue très très bien. Moi, le film m'a vraiment plu. Après, je dirais pas que c'est forcément un chef-d'œuvre, parce que je pense que il y a quelques longueurs, il est peut-être un poil long. Par moments, j'ai ressenti un peu la durée du film, mais la proposition est assez originale pour que le film soit intéressant. Globalement, tu as l'air un peu plus sur la réserve, toi, Zoltan. Ouais, moi je suis pas trop client. Bon, déjà, je trouve ça. Bon, après, c'est fait exprès, mais l'univers graphique et tout ça me rebute un peu. Ouais. Mais c'est un peu volontaire, mais je ne sais pas comment aborder le truc parce que c'est un peu dégueu, cracra quand même. Il y a même des côtés, il y a des moments, il y a des côtés Wes Anderson, je trouve. Bah, c'est un peu son côté très, tu sais, les aplats, le côté un peu pastel, des couleurs. Mais il y a un côté un peu Tim Burton même, tu vois, par moment. Oui, mais parce qu'il navigue, parce que pendant tout le film, mais c'est au fur et à mesure de l'évolution du personnage, la mise en scène évolue et les parties pris graphiques évoluent. C'est-à-dire que le film commence en noir et blanc et tout le temps en fisheye, et c'est un peu tu te places limite dans la vision de la créature nouvellement créée, quoi. C'est-à-dire que la vision n'est pas encore pleinement parfaite, et puis elle a une appréhension globale du monde, mais moins ciblée, moins spécifique, et puis qui te donne cette espèce d'une espèce de dimension un peu vertigineuse, où tu es un peu... c'est très particulier, mais je trouve que... Enfin, moi, j'y ai vu ça, j'ai trouvé que la mise en scène évolue durant le film, et elle fait sens en parallèle de l'évolution du personnage. Après, moi, si tout le film avait été comme le début, ça aurait été insupportable. Ça aurait été vraiment, pour moi, insupportable. Mais je sais pas, puis je trouve que Emma Stone, elle a une beauté singulière, c'est-à-dire qu'elle a un visage qui est quand même très caractéristique, avec ses yeux qui sont quand même vachement écartés et tout, mais elle est fascinante en fait. Elle est fascinante, et je trouve moi je trouve qu'elle joue à merveille. Le film est peut-être un poil long. Mais franchement, c'est un film intelligent. Enfin, c'est un film de réalisateur, et rien que pour ça, ça mérite d'être vu, quoi. Je trouve. Mais voilà, c'est mon point de vue. Pauvre créature. Bien, j'ai pas encore franchi le pas, moi. Pourtant, j'aime bien le réal. Moi, j'aurais préféré Lobster, mais j'ai pas encore franchi le pas. Je sais pas si. Il est quand même un peu ragoûtant. Ouais, je vois juste là au début. Ragoûtant, ça veut dire bon, en fait. Oui, oui, c'est vrai. Il est peu ragoûtant. Il est peu ragoûtant. Le mot, il est bizarre. Ouais, moi aussi, j'ai un truc, ça me rebutait un peu. Bon, en fait, c'est quand même intéressant, mais je suis pas rentré dedans. Et je le trouve très... ça fait partie de ces narrations aussi. Après, c'est le principe un peu du... des quêtes, du périple un peu, mais c'est très étape par étape. C'est vraiment, elle rencontre un tel, elle fait un bout de parcours avec... Elle rencontre un tel, elle fait un bout de parcours avec, tu sais, t'as l'impression de... Oui, mais elle grandit au fur et à mesure. Après, moi, je trouve que je dis pas que c'est incohérent, mais il y a un côté un peu, tu vois, t'as pas...
il y a un peu un côté, tu sais, ça déroule son truc, quoi. Et tu suis vraiment le parcours de manière un peu didactique, quoi. Moi, j'ai trouvé sympa, justement, à la fin, quand le mari, entre guillemets, retrouve son épouse et tout, où en fait, il veut à nouveau l'enfermer, quoi, tu vois, et où là, on arrive dans limite le trash, quoi. Mais non, enfin voilà, moi j'ai trouvé le film, j'ai trouvé le film intéressant, quoi, vraiment très intéressant. Alors moi je vais vous parler d'un film dont j'ai pas envie de parler, donc ça va être très court. J'ai pas envie d'en parler parce que il a eu aucun impact sur moi et que je le recommanderais pas. Je suis allé voir le film Iris et les hommes. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que c'est? Ouais, c'est la fille qui avait fait, en tout cas, Antoinette dans les Cévennes. Oui. Et comment elle s'appelle cette fille, cette actrice? L'actrice c'est Laure Calamy. Ok, je l'ai pas son nom, mais ok. Et la réalisatrice, j'ai oublié. Okay. C'est le binôme d'Antoine dans les Cévennes, en fait. Et alors, le film? Bah, le film... C'est Iris qui stade des hommes, c'est un peu comme Pauvre créature, en fait. Non, mais en fait, si tu veux, c'est un film qui se veut féministe, parce qu'on a encore une fois le regard féminin sur l'adultère. Si tu veux, en fait, voilà, c'est un couple qui bat de l'aile, ça fait des années qu'ils sont ensemble, et on sent qu'il y a une distance qui s'est opérée. Et elle va se dire un jour, bah tiens... je vais m'inscrire sur une application de rencontre. Et elle va faire la rencontre d'hommes, et ça va systématiquement super bien se passer. Et elle va se rendre compte qu'elle arrive à être épanouie en étant infidèle, et qu'elle va essayer de provoquer de temps en temps. T'avais une question? Non, ça m'intéressait de savoir pourquoi tu allais voir ça à la base, en fait. Oh, écoute, parfois, c'est ce que j'expliquais à Franck, parfois j'ai des disponibilités dans ma journée. Ouais. Je vais au cinéma, je regarde ce qu'il y a à cette heure-là, et je vais le voir. Moi, j'avais bien aimé Antoinette dans les Semaines, donc j'aurais pu être tenté d'aller voir ça. Moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Je la trouve rigolote. Et là, alors, je trouve qu'il y a un regard hyper vieillot, hyper ringard, en fait, à la fois sur la femme et sur le libertinage, enfin, l'infidélité, on va dire. Et du coup, toutes les relations humaines du film m'ont paru en décalage avec ce qu'elles pourraient être réellement. Et donc, j'adhère pas, je suis pas en immersion dans le film, quoi. Et voilà, c'est limite. À partir du milieu du film, ça part un peu en comédie musicale. Elle se met à chanter et tout. C'est censé être drôle, ça l'est pas du tout. Et donc là, ça m'a perdu complètement, tu vois. Et voilà, donc, ouais, non, c'était... Vraiment, il m'en reste pas grand-chose, et j'ai pas forcément envie de le recommander, donc je suis désolé, ma critique va pas être très intéressante. Voilà. Donc oui, j'ai vu Ferrari de Michael Mann. Oui. Qu'en dire? Le grand Michael Mann. Ouais, le grand Michael Mann. Alors... C'était une réalisatrice, hein, celui-là, quand même. Comment? Oui. C'est vraiment un projet, ça fait depuis 10 ans ou 15 ans que j'en ai parlé, quoi. J'étais un peu déçu. Ça raconte quoi? Bah, l'histoire de Enzo Ferrari sur une portion de sa vie en rapport avec une voiture, une course qu'il doit mener pour ne pas perdre son... Alors je sais plus son... Ma question c'est, est-ce que tu as un côté biopic qui te relate un peu plusieurs éléments de sa vie, ou est-ce que c'est concentré? C'est vraiment concentré sur une certaine période de sa vie. Et le rapport qu'il avait avec sa femme qui détenait la moitié des parts de la société au départ. Qu'est-ce que Michael Mann avait foutu là-dedans? Alors, en fait, le Ferrari, en tout cas la façon dont il nous est présenté et joué par Adam Driver, est le personnage mannien par excellence, obsessionnel, très professionnel, voilà. Sauf que, par contre, je n'ai pas retrouvé la mise en scène de Michael Mann. Enfin, le côté visuel qu'il avait pris depuis Collatéral, quand il était passé au numérique et tout, là on n'y est plus vraiment. J'ai suivi le film avec un grand intérêt parce que c'était Michael Mann, mais au final il n'aurait pas été réalisé par Michael Mann que je n'aurais pas j'aurais pas tiqué, quoi. Mais par contre, je comprends qu'il ait voulu faire ce film-là en rapport avec les thématiques qui lui sont chères à Michael Mann, et puis par rapport à ce personnage-là. C'est dommage, ça fait presque un peu choix par défaut. Qu'est-ce qui fait que c'est bizarre, parce que moi, globalement, j'ai entendu rien de positif. Tu vois, alors, tout le monde est un peu tiède, quoi. Oui, mais c'est ça. Pour un Mann, tu te dis, le mec il n'a pas fait de film depuis 10 ans. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je choix par défaut. T'as l'impression qu'il allait là-dedans parce qu'on lui proposait mais pas tu vois, forcément... j'avais vu récemment, l'épisode pilote de la série Tokyo Vice. Et où là, tu regardes le premier épisode, il n'y a que le premier épisode qui est réalisé par Michael Mann, après c'est produit par Mann.
le premier épisode, tu retrouves du Michael Mann et ça fait du bien. Enfin, je veux dire, tu sens cette espèce d'immersion, nervosité dans la mise en scène et tout ça. Là, c'est beaucoup plus posé, en fait. Sa caméra est plus posée et c'est plus... c'est un peu plus académique. C'est un peu plus académique, je trouve, sa mise en scène. Mais après, je comprends qu'il ait voulu faire ce film-là, de par le personnage, et parce que c'est un... Est-ce que c'est intéressant quand même comme film, ou c'est un peu chiant? Là, ça a l'air chiant, ce que tu me décris. Non, enfin... Tu n'as même pas réussi à nous expliquer ce que Ferrari essaie de faire. C'est ça. Oui, non, c'est... Ah merde. Ouais, non, non, je suis content. Non, mais je suis content de l'avoir vu, mais en même temps, je suis pas sûr d'avoir envie de le revoir, tu vois. C'est voilà. C'est dommage. Ouais. Oui, c'est. Il n'y avait pas de faux pas dans sa filmo, quoi. Non, mais là, après, c'est. Public Enemy, mais même avec le recul. Si, Public Enemy, moi, j'ai pas accroché. Moi, j'ai pas trop aimé, mais bon. C'est bref. Mais voilà, non, Ferrari. Je pense que le souci, c'est que mes attentes étaient situées là, si tu veux, étaient tellement hautes que quand j'ai vu le film, j'étais un peu... j'essaie de lui trouver des circonstances atténuantes, tu vois, j'essaie de le rattraper, mais clairement, Ça, c'est horrible, hein, parce que franchement... C'est triste. Ça faisait depuis tellement longtemps qu'on entendait parler, là, on savait qu'on allait voir et tout, et qu'en fait, c'est moi qui... moi, j'attends de pouvoir le voir un peu légalement, tout le monde. Je suis pas pressé, quoi. Et en fait, tu vois tous les... Le soufflet les gens t'en parlent pas. Tu sais, les gens qui l'ont vu t'en parlent pas. Ouais. Ils sont comme lui, ils n'arrivent pas à viser. Ils veulent pas t'en reparler finalement. Ils préfèrent... J'en dirais pas de mal, mais pas de bien non plus. Et tu fais genre, putain, c'est pire que si on m'avait dégueulé. En fait, quand tu sens qu'il se passe rien. En fait, c'est que l'histoire en elle-même, moi, je l'ai pas trouvée très intéressante. J'ai pas trouvé ça très captivant, quoi. Donc, mais peut-être que c'est moi et mon rapport au... Non, mais pas le dire parce que t'aimes le gars, mais tu t'es fait chier. Ouais, non, mais c'est quelle nuance qui est pire. Disons que quand c'était fini, j'étais content que ce soit fini. Puis je me suis dit, bon, ça c'est coché. J'ai vu tous les films de Michael Mann, c'est bon, c'est fait, tu vois. Non, mais oui, c'est Michael Mann, quoi. Mais voilà, on attend son hit 2, donc s'il arrive à le faire, quoi. Tu sais, à un moment, en fait, il a rincé. Je l'ai lu, moi, déjà, j'ai lu son bouquin. Ah oui, t'as lu, ouais. Donc, mais j'espère qu'il est pas rincé, hein, parce qu'il y a des réals, des moments et puis il est pas tout jeune, quoi, surtout, quoi. Donc, après, là, on voit quand même que les vieux de la vieille hollywoodienne, ils tiennent encore à rager autant. Enfin voilà, donc j'ai vu Ferrari, j'en attendais énormément, et en fait, j'ai pas eu le coup de cœur, quoi, du tout. J'ai pas eu le coup de cœur du tout. Donc, j'aurais aimé le découvrir au cinéma, mais quand même, j'aurais découvert au cinéma que ça aurait pas, ça aurait pas changé ma perception, si tu veux. Mais peut-être parce que le sujet ne m'intéressait pas plus que ça déjà à la base, tu vois. Mais parce que c'est un biopic quelque part, mais sur une portion. Il avait fait un biopic sur Ali, et je l'ai trouvé bien plus intéressant quelque part que Ferrari ne l'était, tu vois. Et puis, je sais pas, je l'ai trouvé vachement en retrait dans sa mise en scène aussi. Même avec le sport automobile et tout, tu peux t'imaginer qu'il y avait des trucs. Oui, alors mais il y a quelques plans, il y a quelques plans où tu dis ah putain ça c'est beau. Et tu vois quelques trucs, tu dis ah ça c'est super. Et puis après, mais c'est quand on est à relever ponctuellement ce qui est beau dans le film. Mais voilà, c'est ça, c'est qu'il y a quelques flashs, quelques illuminations, mais après le reste c'est du liant entre ces moments-là. Mais il y a quelques purs plans, mais il reste assez minoritaire, je trouve, par rapport à ce à quoi il nous avait habitués, quoi. Enfin, c'est mon impression. Après, voilà. N'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires, bien sûr. Mais juste sur Ferrari, tous les autres films. Pour conclure, on va parler d'un film qu'on a vu tous les trois. Ouais. Bien. Voilà. Lequel est-ce donc? C'est Zone of Interest. La zone d'intérêt. De Jonathan Glazer, qui nous avait fait Under the Skin avec Scarlett Johansson. Ouais. T'avais aimé ça? Non. Non? Pas du tout ma cam. Moi, le Under the Skin, j'avais beaucoup aimé. Moi, j'avais bien aimé. Ok. Voilà. Mais je lui ai pas donné je lui ai pas donné sa chance très justement. On tire la courte paille pour savoir qui commence. Juste un petit avis global avant de développer. Ouais. Moi, j'ai trouvé le film intéressant sur un plan sonore. Moi, je me suis fermement ennuyé. Ouais, moi aussi. Pas ennuyé, j'ai été... En fait, moi, je vais développer un peu rapidement, mais je trouve que le film, il pose des choses qui sont fortes, mais après,
je me dis, en fait, une fois que tu les as posés... En fait, ça reste un cadre. Ça va pas très très loin au-delà de ce que tu poses. En fait, voilà. en fait, une fois que le cadre est posé, et que tu as le côté effrayant de ce cadre, que tu comprends là. Pour moi, il va pas... En fait, t'as l'impression que c'est vraiment juste... faut pitcher peut-être vite fait. Hein, oui, pour ceux qui on va pitcher. Pas, tu veux pitcher? C'est grosso modo l'histoire du commandant... L'histoire vraie. Ouais, du commandant du camp. Si. Oui, le vrai personnage, mais on pas envie. Ah oui, en tout cas, ça relate véritablement. C'est le commandant du camp de concentration, d'extermination d'Auschwitz, qui est installé avec sa famille dans une maison qui est à touche-touche avec le camp, quoi, derrière un mur. Et en fait, on ne voit jamais ce qui se passe au-delà du mur, on ne voit jamais ce qui se passe dans le camp. On entend, et si ce n'est les flammes voilà. du four crématoire. Voilà. Et on vit le quotidien. Et on vit, voilà, c'est ça, cette espèce de quotidien banal, ils vivent leur best life. Voilà, un peu idyllique. De bourgeois avec les juifs, enfin les juifs ouvriers qui ouais, c'est ça, voilà, dans la maison, les domestiques et tout ça, voilà. Et comment ils mènent leur vie de bourgeois et que, grosso modo, comment ça va poser un problème parce que le mari va être muté dans un autre camp et que va perdre sa belle maison. Et que, voilà, que la femme va perdre sa belle maison. Voilà, mais en fait, tu vois, je vais faire une passerelle qui n'a rien à voir. Hein. Mais par exemple, Walking Dead. Tu poses un cadre, t'as des zombies. Non, mais oui, mais t'as des zombies, un monde déstructuré et une communauté qui va faire de la vie. Et en fait, tu t'intéresses à ces fameux personnages et à ce qui va s'y passer. Et ça interagit que très peu, au final, avec les professionnels. En fait, attends, tu viens. Oui. Attends. Et en fait, l'histoire humaine de ce couple et de cette famille aurait été intéressante. Pourquoi pas? Non. Mais en fait, il n'y a rien. Oui, en fait, je pense que ça joue sur le contraste. C'est-à-dire que ils vendent leur maison, c'est leur havre idyllique. Même les enfants disent merci pour ce bel été que nous passons dans cette maison. Une fois qu'on a compris qu'ils vivent leur best life dans leur maison. Mais à côté de l'enfer, littéralement. Une fois qu'on l'a compris pendant 10 minutes, c'est cool, c'est décalage, machin et tout. Effectivement, c'est effrayant. Ils jouent pas de ce décalage-là. Ils jouent sur certains petits trucs, tu vois. Ils jouent sur la mer. La mer, j'ai trouvé ça intéressant. C'est-à-dire qu'elle arrive, qu'elle est impressionnée par ça, qu'elle passe une nuit où elle voit, elle perçoit les flammes, elle entend les bruits, et qu'elle disparaît le lendemain. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Intéressant. Il y a la petite polonaise qui vient mettre des pommes, qui est filmée en négatif. Donc, bon, il y a quand même une symbolique aussi qui est l'air de dire ce personnage âgé. C'est grossier, je trouve. Je veux dire, c'est grossier, oui. En tout cas, si c'est interprété comme moi je le perçois, qui est que... Et c'est quoi ton interprétation? Qu'il te filme en négatif le comportement positif. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Que nous, on perçoit aujourd'hui comme positif. Ouais, mais alors, il aurait dû filmer la mère en négatif aussi. Bah non, parce que la mère, on la voit jamais faire son comportement. Oui, c'est vrai. Tu vois, on sait jamais vraiment pourquoi. Oui, c'est vrai. Tu vois. Et puis elle est assez complaisante. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la polonaise, elle... Quand elle rentre chez elle, on revient en normal, tu vois, l'air de dire, elle se refond dans le moule, et en fait, c'est-à-dire qu'il y a un côté, quand t'es en couleur, c'est ceux qui font mine de rien voir. Tu vois, donc c'est intéressant ce truc-là, quand même, mine de rien. Et il y a le truc de fin, l'espèce de flash forward, où d'un coup on te présente le musée. Nettoyé, quoi. Le musée, et là d'un coup, c'est le parallèle de voilà ce qui reste de cet homme-là, en fait. Ouais, mais tout ça pour combien de temps il dure le film? Après c'est une propale. Non, mais je suis d'accord qu'il y a moins. Ça raconte rien. Mais je pense que ça ne pouvait pas raconter quelque chose. Oh, bah si, l'histoire d'amour entre l'homme qui est tiraillé, qui est obligé de se barrer, et elle qui préfère rester, qui préfère le matériel plutôt que de mais je pense que c'est pas ce qui... Puis on sent pas vraiment l'amour entre eux. Je pense qu'il peut pas s'autoriser à raconter ça, en fait. Alors il raconte rien, je trouve. Vraiment, il pose un constat, et ça va être le même constat du point A au point B. Je suis d'accord. C'est un cadre. Je suis d'accord, mais c'est une... Oui, je suis d'accord que... Ouais, je peux pas... Bref, je pense pas que ça aurait été mieux si je m'étais intéressé à ces persos fondamentalement. Bah moi, je me serais moins ennuyé. Je me suis fermement ennuyé. Mais je crois que c'est le but, presque, à un moment. Tu vois, c'est le but, en fait, que cette... Voilà, que ce soit radical. En fait, c'est ça que je trouve intéressant. Naturel par rapport que ce soit radical et qu'en fait, il y a un moment où tu te dises, mais c'est insoutenable. Bah non, ça ne devient pas insoutenable, au contraire. Oui, mais c'est ça le problème, en fait. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que ça devient insoutenable, que ça ne soit plus insoutenable. En fait, tu t'habitues comme eux se sont habitués, en fait, à ce côté. Et ça, tu peux pas l'avoir si d'un coup, tu as de la dramaturgie, du spectaculaire et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, le mec, il a joué à Resident Evil. C'est quand même, son découpage est improbable. Ouais, c'est vrai. Que toutes les endroits de la maison, il y a une espèce de caméra fixe
et qu'elles suivent le perso, genre, en fonction de où il est dans la pièce, et il est filmé toujours de la même manière et tout. Moi, ça m'a fait marrer parce que, j'aime bien de voir quand le jeu vidéo influence le cinéma, c'est quand même un truc un peu... après, c'est aussi caméra de surveillance. Et puis voilà, il y a un côté très réaliste, dans le sens où la captation d'image, t'as l'impression qu'il n'y a même pas d'étalonnage, t'as l'impression que c'est vraiment... c'est tellement direct, tellement pur, que, ok, c'est cool, tu comprends l'idée. T'as jamais un gros plan. Tu comprends l'idée, voilà, on vous présente un truc, la vérité, quoi. Mais par contre, c'est pas beau, quoi. Enfin, c'est... Non, mais c'est pas... Il y a rien qui te permet de te raccrocher au film, je trouve, qui te... Mais ouais, après, moi je dis, je vais pas me taper le cul par terre dessus, parce que... Ouais. Après, il y a aussi moi j'ai eu un vrai... Je veux dire, on parle d'un sujet qui est, en termes de cinéma, c'est... Je pense que là, nous trois, on est peut-être un peu trop... bourrin après vis-à-vis de ça. Tu vois, c'est-à-dire je pense que le rapport à la Shoah, je pense que nous on n'aurait pas, limite on a vu celui d'Uwe Boll qui se passait, tu vois, on a un rapport peut-être un peu plus bourrin. Non, mais enfin, c'est surtout que... Qu'est-ce que tu entends par bourrin? Non, mais c'est surtout la Shoah, la représentation de la Shoah au cinéma, c'est le point de débat cinématographique ultime. Oui, mais bien sûr. Tu vois, je veux dire, c'est une perception de la pivot, quoi. Du rapport au cinéma. C'est est-ce que tu as le droit de faire du cinéma avec ça ou pas? C'est un débat séculaire sur le travelling avant dans Capot, là, sur la meuf qui truc au barbelé, là. Oui, sur les barbelés. Et c'est vraiment une question fondamentale de la cinéphilie. C'est est-ce que ce sujet-là, on peut en faire du cinéma? Est-ce qu'on peut le montrer? Spielberg, il s'est fait chier dessus parce qu'il a voulu nous faire du suspense avec la douche. Et toute une partie de la critique qui refuse ce geste-là. Capot, à l'époque, il s'est fait chier dessus parce qu'il a fait un travelling avant sur une meuf, tu vois. Et donc là, c'est une proposition qui, justement, va dans ce sens-là, en fait. Aborde la Shoah en te disant, c'est immontrable, en fait, ce qui s'est passé. Et on ne te montrera pas ça, mais... Voilà ce qui se passait à côté, et c'est pire que de te le montrer, parce que c'est comme ça que tu prendras la vraie mesure de ce qui s'est passé. Oui, c'est par le contraste que tu mesures l'horreur. Voilà. Mais moi, en fait, je fais partie de ce spectateur un peu bourrin qui malheureusement a une désensibilisation vis-à-vis de la réalité, parce que pour moi, tout ça, ça reste des films. En fait, tu vois, que ce soit Le Pianiste, La Liste de Schindler, Capot, ou celui-là, ça reste un film pour moi. Je veux dire, c'est pas Shoah de Claude Lanzmann, qui est un documentaire qui relate les événements qui me... Ouais, ou Nuit et Brouillard. Voilà, ou Nuit et Brouillard. Là, on est sur de la fiction. Donc, en fait, moi, de la fiction, ça reste un geste de fiction, tu vois, pour moi. Donc, en fait, là, il essaye d'aborder la chose de manière, pas documentaire, mais de manière réaliste, à essayer et en fait, ça ne marche que si tu crois à ce réel. Enfin, tu vois, d'une certaine manière. Ouais, enfin, c'est chronique d'une famille ordinaire dans un... Oui, mais mais la puissance de la durée, tout ça, ne marche que si c'est réel. Il y parvient. Quand t'entends les cris en fond avec... là, pour le coup, moi, je trouve pas. Véritablement, quand t'as ce contraste avec les enfants qui jouent et qui essaient de pas entendre ce qui s'entend, alors que t'entends des hurlements et tout, ouais, ça marche pour moi. C'est les moments où ça me glaçait un petit peu, tu vois. Mais, une fois que tu l'as compris... Comment est-ce que tu fais évoluer ça? Justement, vu que c'est du réel, t'as pas besoin de faire évoluer, c'est ce que j'explique. Ouais, mais alors... Le parti pris du réel, il est là-dedans. Ouais, non mais d'accord, mais quelle est la... Tu peux pas le dénaturer, en fait, si tu... Ouais. Mais non, mais c'est ça ce que je veux dire. C'est que moi, je suis quelqu'un de fiction, là, donc en fait, moi, je préfère Spielberg, enfin, je préfère... Je vois ce que tu veux dire. Spielberg, je suis à la fois gêné, et à la fois, je me dis... Parce qu'il le dénature. Parce que, en fait, il assume la fiction, il assume... Tu vois, le cinéma, il assume un artifice plein. On peut trouver le mauvais goût, mais moi, c'est pas mon cas. Là, en effet, il assume de ne pas être dans ce truc-là. Oui, c'est vrai. Mais en effet, il peut pas. Et à partir du moment, et d'ailleurs il le fait, il fait des choses avec l'histoire du négatif ou des trucs. Mais à partir du moment où il ne brise pas ce truc, son film tient. Sinon, je pense que son film ne tenait pas. Tu vois. Mais après, il y a des trucs intéressants. Je veux dire, les dialogues entre les nazis, les conseils d'administration, c'est des trucs. Waouh, tu fais putain, c'est quand même. C'est chaud, quoi. Ah oui, c'est chaud. Et moi, j'avoue que j'avais un problème de limite de me projeter dans ce qui se passait dans le camp, en fait. Je me rends compte que c'est des images que je me fabrique pas facilement, tu vois. Oui, je vois. Aussi, tu vois, genre, c'est-à-dire que cette horreur-là qui a eu lieu, je me la visualise pas, en fait, moi. Mais ça, indirectement, c'est la volonté du réalisateur qui veut justement te faire oublier tout ce qui se passe autour. Aussi, ouais. Comme les gens le vivent, sais pas si l'idée c'était de... Ouais, voilà. Parce que moi, c'est vrai que j'arrivais même pas à me visualiser, et c'était... Et en fait, c'est horrible parce que c'est un élément de décor, quoi. Ouais, non, mais il y a presque un côté frustrant c'est ça qui est affreux, c'est que c'est l'horreur absolue à côté, c'est l'inhumanité totale, mais t'es un peu en mode, t'aimerais bien pouvoir pencher ta tête au-dessus du mur et jeter comme un vieux dégueulasse, quoi.
Et c'est ça aussi qui est intéressant, tu vois, c'est ce rapport que tu as. Moi, j'avais pas ce désir de voir, entre guillemets, parce que on en a tellement vu. Enfin, je veux dire, il y a eu tellement de films, c'est tellement surdocumenté. Enfin, je veux dire, on sait, on en sait. Moi, j'avoue que effectivement, l'horreur était dans le contraste, mais qu'effectivement, après, de cette famille-là, comme moi, j'étais tellement détaché de ce que des dramas qu'elle vivait, des enjeux qu'elle vivait, non, mais oui, mais c'est voilà, c'est une vie de famille, machin. Lambda. Et en fait, j'étais tellement extérieur à ça, et puis tellement dans le rejet de ce qu'ils étaient et de leur mode de vie par rapport au contexte dans lequel ils vivaient, que du coup, moi, j'étais pas impacté émotionnellement. Après, les horreurs qu'il y a à côté, je sais ce qui s'est passé, de ce que l'histoire m'a appris, tu vois, de ce que les livres ou les documentaires ou certains films m'ont appris de ce qui s'est passé. Et effectivement, j'avais pas besoin de voir ça. Mais en même temps, effectivement, moi, quand j'étais dans cette maison-là avec eux, j'étais pas particulièrement bien dans cette maison. Moi, j'avais envie j'avais envie de me barrer de là. J'avais envie de. Oui, non, mais voilà. Après, je suis ressorti du film, alors parce que j'avais lu quelques critiques qui étaient dithyrambiques vraiment sur le film, et moi j'ai pas ressenti ça. J'ai pas ressenti, quand je suis sorti du film, je me suis pas dit j'ai vu un putain de film. J'y suis allé avec un réel intérêt, mais en fait quand je suis sorti, l'intérêt était moindre que quand je suis rentré. Oui, je vois. Tu vois, il y avait une réelle curiosité, parce que depuis l'enfance, j'ai une fascination pour cette période-là et pour ce qui s'est passé là, tu vois, sans avoir le désir de voir, parce que... Moi, c'était plus de comprendre, tu sais, de réussir à me représenter les trucs. Mais j'aurais peut-être aimé avoir un peu plus, en savoir un peu plus de la vie professionnelle du père de famille, plutôt que les considérations de la femme liée à son jardin et machin. Et c'est peut-être qu'une envie, c'est lui foutre une barre de baffe. Non, mais ça voilà. Ouais, mais tu vois, je me rappelle. Mais ça provoque quand même des émotions, quoi, quelque part. Vous l'aviez vu ce film. Moi, il y a un vrai moment dans ma cinéphilie où je me rappelle avoir eu un déclic sur quelque chose comme ça. C'est dans le film roumain qui avait eu la palme, qui s'appelle 4 semaines. 4 mois, 3 semaines et 2 jours, je crois. À un moment, tu as une séquence où la meuf, c'est le personnage principal, il se passe un truc insoutenable à l'autre bout de la ville de sa meilleure amie. Et elle assiste à un dîner de famille, et elle est là au milieu de la table, et ça parle pendant 12-15 minutes de choses, mais inintéressantes, et toi, t'as qu'une seule envie, c'est qu'elle se casse, et qu'elle a aidé sa pote, qui est là. Et t'es là, et putain, j'étais en mode genre, putain, mais casse-toi, ce dîner, j'ai pas envie de l'écouter. Et après, je suis sorti, j'étais là, putain, mais j'avais qu'une seule envie, c'est qu'elle se barre. Et j'avais une pote au cinéma qui m'a dit, mais mec, mais c'est exactement ce qu'on veut te faire. Oui, ça fait partie de ces films interactifs qui jouent avec le spectateur. T'as qu'une seule envie, c'est de pas être là. Bien sûr, bien sûr. T'as une seule envie, c'est de te barrer de cette baraque, et t'as une seule envie, c'est pas que la meuf parle de ces putains de fleurs. Tu vois, c'est parce que, en fait, quand elle parle de ça, t'es là, tu dis, mais meuf, parle. Comment tu peux parler de tes fleurs, hein C'est la dernière chose dont j'ai envie que tu parles, quoi. Je trouve que ce film-là, contrairement, je pensais à Amen aussi de Costa Gavras ou La liste de Schindler, je trouve que ces films-là, de Spielberg, de Costa Gavras, ont une portée pédagogique. Ah ouais, oui. Que celui-là n'a pas. Je trouve. Celui-là, il a quand même une capacité à interroger. Je trouve que le fait de pas montrer, le fait d'être dans au-delà de la suggestion, d'être dans le ressenti pur du je pense qu'il n'y avait pas besoin de montrer parce qu'on a déjà vu. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je trouve que ce qui réussit bien ce film-là, c'est déshumaniser. Parce qu'en fait, tu l'imagines, tu sais, quand on te parle d'Hitler et tout, on te dit c'était le diable absolu, machin. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, voilà. Et là, quand tu les vois, que véritablement, ils mènent leur quotidien et tout, alors qu'en fait, autour de eux, mais c'est le son. C'est le son qui te ramène à la... Vraiment, là, ils sont déshumanisés. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne les atteint plus. Non, mais tu comprends pas. En fait, t'es pas dans leur univers. De facto, déjà dès le départ, tu te poses en opposition par rapport à cette famille-là. Tu peux pas adhérer à leur. Déjà, le fait que le mec ce soit le commandant du camp de concentration, déjà tu peux pas t'identifier à ce personnage-là. Ouais, mais regarde, tu t'identifies pas, mais c'est vrai que le début où ils sont au bord du lac, la famille, tu sais pas encore exactement de quoi il en retourne et tout. Sauf que t'es là, tu fais ok, je comprends, c'est un petit week-end en famille, t'en as vécu des pareils. Ça pourrait être très intéressant dès lors que tu sais pas quand tu sais pas ce que tu vas voir. Sauf que moi je savais ce que j'allais voir, donc déjà je savais qu'il y avait un parti pris, donc déjà
j'avais déjà un a priori sur les personnes qui étaient là en bord de tu savais que c'était tu savais très bien que c'était pas des gens qui allaient se retrouver du mauvais côté de la barrière, quoi. Non, mais bon, après, tu essaies de comprendre la proposition qu'il te fait à ce moment-là. Non, mais bien sûr, non, mais évidemment. Attends, faut que je me rapproche parce que je sors sans arrêt. Non, mais après, je suis d'accord que j'ai une frustration en me disant, putain, t'as eu un concept, ok, tu vois, le concept est fort. Pourquoi il vomit dans les escaliers? Bah, je pense que d'un coup, c'est... Alors ça, j'ai entendu The Film Talker et Samir, ils ont parlé, ils ont fait une vidéo où ils discutaient de micro-ciné ensemble, et je sais plus lequel des deux disait que les nazis, en fait, ils avaient observé ça, qu'il y avait des mecs qui avaient assisté à des atrocités qu'ils avaient commises telles. En fait, leur corps, le corps, en fait, il y a des moments où ils rejettent de manière totalement genre, parce qu'en fait, c'est vraiment inconsciente et incontrôlée. Ouais, c'est ça. C'est de la négation d'un truc d'horreur, qui se passe. Ouais, et puis à un moment donné, c'est le corps qui te rappelle, qui se rappelle à toi, exactement, et qui somatise littéralement sur ce qui se passe, et à un moment donné où ça ressurgit. Ouais. Donc il y a quand même plein de petits trucs. Mais ça fait sûrement partie de ces films qui sont plus intéressants à en parler qu'à sûrement. Pas qu'à voir, mais qu'à... Genre, je le reverrai pas. Ça peut être intéressant avec un débat après. C'est ça. Voilà. Et c'est sûrement l'intention du C'est pour ça que je pense qu'il a une valeur pédagogique. Oui. Parce qu'en fait, il questionne plus qu'il n'illustre. Oui, mais je pense que c'est un film qui est à mon sens, qui est à voir après avoir... Il faut être nourri de... Voilà, c'est ça. Il faut avoir un certain bagage. En amont, oui. Oui, je pense. Ouais. Après, c'est intéressant de quelqu'un qui ne sait absolument pas... Enfin, en effet, je pense que la personne ne voit pas dans quoi elle tombe. Enfin, parce que le son est très important, vu que c'est que par ça qu'on est sensibilisé, mais il est peut-être même pas suffisamment évocateur si t'as pas fondamentalement une connaissance de vrai. Oui, non, mais bien sûr. Ça reste des parce bruits qu'il de chiens, il est évocateur pour nous parce qu'on connaît parce qu'on a vu, tu vois, d'autres trucs. On a eu des cours d'histoire et ainsi de suite. Mais bon, je comprends pourquoi ça fait parler. En tout cas, c'est indéniablement. Oui, et d'ailleurs, si c'est dérangeant. C'est un bon signe aussi. C'est la volonté du réalisateur de malmener un peu le spectateur et que même si tu t'ennuies, même si tu trouves ça un peu bizarre, au final ça éveille. Ouais, je trouve qu'il y a quand même une belle gestion des petits pics, tu vois, genre elle balance la petite phrase à sa gouvernante, à sa femme de ménage. Enfin, tu sais, le personnage au début, tu passes 10 minutes, un quart d'heure à te dire genre, bon, en fait, elle est peut-être vraiment genre un peu genre normale comme fille. Et d'un coup, elle te dit, ah, mais tu sais, si je veux, la première contrariété qu'elle se tape, elle menace l'autre de se faire cramer, tu sais. Tu fais en fait, t'es vraiment nazi, quoi. Tu comprends la psychologie. Et au fur et à mesure, tu as 2-3 petits jalons, mais c'est vraiment sur un film d'une heure et demie, tu dois avoir. Il dure 1h45 le film, je crois. Moi, je sais plus. Voilà, tu dois avoir toutes les 10 minutes un petit jalon qui se pose, intéressant, quoi. Mais c'est un film, déjà, il commence par 3 minutes de noir. C'est un film intelligent. Non, mais c'est vrai. Je sais pas, 3 minutes de noir. C'est un film intelligent qui effectivement, doit être intéressant à analyser, à débattre. Ouais. Bien. Eh ben, ouais, c'était pas mal, là. Ben ouais, on a fait le tour. Ouais. Ça fait une bonne vidéo. Elles sont toujours aussi longues. Elles sont toujours aussi longues. Ceux du mois. Ouais. Bah là, à plus forte raison à 3. Ouais, oui, c'est vrai. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve comme d'habitude le mois prochain. Il t'en manque un haut à droite. Ouais, je sais, mais j'en parle pas, c'est pas grave. J'ai rattrapé Dream Scenario. Ah, t'as aimé? Bah, j'ai pas vraiment aimé. Ah non? J'ai pas vraiment aimé. J'ai aimé la prestation de Nicolas Cage, aucun souci. Mais le film m'a laissé pareil. J'ai trouvé ça très plat en fait. D'accord, ok. Et c'est dommage parce que pour le sujet, j'étais emballé par l'idée qu'il proposait. Mais je trouve que niveau réel, c'est très pauvre. Du coup, j'étais un peu déçu. D'accord. Mais c'était une bonne proposition. J'étais content de le voir quand même. Bien. Voilà, comme ça. Bon. Ben voilà. À bientôt. Au revoir. À bientôt, Zoltan. Dans 2 ans pour une prochaine vidéo. Pour une prochaine vidéo.